Retour de l'équipe de France de rugby face à nos grands amis d'Afrique du Sud, la FIA décide de faciliter la tâche à Lando Norris pour le titre mondial et le Bayern qui confirme son statut de meilleur club européen. On en parle cette semaine sur Papier Bulle. Comment ça va, Bulle? Ah, c'est marrant, je t'entends plus, tu t'es vraiment muté. Je me suis muté. C'est fou de faire ça. On s'en fout, on la garde. Il est Ça va très fou. bien et toi? Comment vas-tu? Voilà, Bah j'ai écoute, exactement dit ça. voilà, bah, c'est super. Je comprends mieux quand je t'entends en fait, finalement. Bah oui, logique. Bah écoute, non, ça va super. Comme vous le verrez, on était ensemble ce week-end, on a vu des trucs, on a raté des trucs, mais on a vu quand même pas mal de trucs. Oui. Et on a fait des choses. On en parlera dans la deuxième partie de ce podcast et on va attaquer tout de suite avec petit point top 14, tout de suite jingle. Et oui, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Il n'y avait pas de top 14 ce week-end. Et si la journée numéro 3 en retard, le match entre Toulon et La Rochelle qui se jouait donc à Mayol, samedi soir. Voilà, donc bon, pas grand chose à dire si ce n'est que malheureusement, comme attendu pour nos Rochelais, grosse défaite, voilà, 39-14, on n'y était pas et Toulon y était. Toulon, voilà, qui confirme aussi son statut de club très en forme en ce moment dans le top 14. Nous, on confirme un peu moins. En même temps, voilà, beaucoup d'internationaux qui n'étaient pas là. Je crois qu'il nous manquait 5 ou 6 joueurs, plus des joueurs laissés au repos, voilà, forcément pour avoir des vacances. Donc voilà, donc grosse défaite, pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, Toulon qui vient à égalité du Stade Toulousain, donc pour la deuxième place à égalité voilà, avec Toulouse, Pau qui est toujours là devant et le bébé quatrième. La Rochelle qui sort du top 6 et donc qui sort pour l'instant des barrages de championnat de France, mais bon voilà, on n'en est qu'à la 9 journée et comme je le disais, pour moi tout se passe bien, tout va bien. Donc pas la peine de s'inquiéter finalement. Et est-ce que tu as d'autres choses à dire? Mais je crois pas. Bah non, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire pas d'inquiétude pour l'instant. Alors voilà, c'est vrai que le match là pour le coup était dominé de la tête et des épaules par Toulon, en réalité. Nous, on a vu que la première mi-temps en direct, mais sur la première mi-temps, bon bah voilà, c'était assez logique que Toulon mène à la mi-temps et qui en plus, bah, je suppose qu'ils ont fait le taf aussi en seconde. Donc voilà, c'est aussi peut-être comment dire? C'est un peu le contre-coup de justement d'avoir, des absents internationaux et cetera, plus beaucoup de blessés. L'infirmerie est quand même énorme à La Rochelle, c'est une folie. Je pense que c'est peut-être la plus grosse infirmerie du top 14 actuellement. Bah, c'est-à-dire que quand tu regardes, si genre on a peut-être 11 joueurs blessés, un truc comme ça, et sur les 11, il y en a 7 qui potentiellement peuvent être titulaires, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, justement, en plus, c'est ça pendant le match, on avait exactement mis pause à ce moment-là, regardé l'infirmerie et c'est ça. On avait vu ça. Donc donc bon, donc écoute. bon, ça s'explique aussi par ça, mais bon, on voit très bien Oui, qu'on arrive à ne faire un cachons bon début pas de saison la. avec beaucoup de blessés quand même. Donc bon, bah, victoire logique de Toulon, de toute façon. Et maintenant, bah, place, on verra, mais place aux matchs, internationaux. Il y aura pas top 14, ce week-end, je Non, crois. non, non. Non, voilà. Donc voilà, matchs internationaux, tranquillement, quoi. Exactement, et donc du coup, match internationaux, comme tu le dis, on va repasser sur un petit habillage normal, tiens, parce que c'est pas du top 14. Et on va débriefer ce premier match international, notamment entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. Donc, malheureusement, défaite de l'équipe de France 17-32. Ouais, c'est ça, défaite, face à l'Afrique du Sud, les champions du monde, en titre qui, bah, nous rebattent encore une fois. C'est la quatrième défaite d'affilée de l'équipe de France, je crois, en match international. On a eu 3 contre la Nouvelle-Zélande et là l'Afrique du Sud. Bon après voilà, c'est des test matchs, c'est une tournée qui pour moi, en réalité, sert à rien. C'est juste rajouter des matchs pour rajouter des matchs. Alors oui, ça fait des gros matchs parce que on a des gros adversaires. On a l'Afrique du Sud, on a les Fidji qui arrivent ce week-end et on a, l'Australie juste après. Mais bon, c'est rajouter des matchs dans les pattes des joueurs, moi ça me je ça c'est un truc que je comprendrai toujours pas. Mais Après, là pour le coup, si je vais un peu défendre quand même la. Alors, c'est pas une question de la Fédé, c'est World Rugby. Enfin, et encore non, c'est un peu notre choix aussi à nous. Si on veut être meilleur à un niveau international, il faut malheureusement qu'on rajoute des matchs internationaux, il n'y a pas le choix. Parce que en fait, les équipes, tu vois, qui sont championnes du monde, notamment, enfin, on va surtout parler des équipes de l'hémisphère sud, mais en tout cas, Afrique du Sud, Australie, bon, avant, même si maintenant le niveau est un peu plus bas, et Nouvelle-Zélande, c'est des équipes qui ont beaucoup, beaucoup de matchs internationaux. C'est des joueurs qui sont professionnels avec leur nation. Et que malheureusement, si on veut rivaliser aussi un jour, va falloir qu'on ait des joueurs en équipe de France qui aient une grosse habitude de jouer ensemble. Et malheureusement, ça passe par faire des matchs internationaux. Moi, je pense que c'est aussi au calendrier national de s'habituer à ça. Et on en parlait, de mettre en place des choses, des règles, voilà, de changer un petit peu le format de la saison de top 14.
Mais on peut pas se permettre, enfin en tout cas on peut pas se permettre de critiquer le niveau de l'équipe de France si après on permet pas aux joueurs d'aller jouer en équipe de France en fait et de pas avoir de réflexe ensemble quoi. Parce que là typiquement tu vois on a des matchs l'été et les matchs l'été bah malgré tout bah du coup on repose nos joueurs de top 14 et on va faire jouer, bah, c'est normal pour faire tester des choses aussi, mais en même temps du coup ça veut dire que ça crée pas des matchs avec les titulaires de l'équipe de France habituels qui jouent ensemble, donc forcément pour l'émulation à un moment c'est quand même pas l'idéal quoi. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, je trouve quand même qu'on a quand même beaucoup de matchs qui sont sans enjeu, encore une fois, tu vois. À la différence, tu vois, du foot, où quand il y a presque plus de matchs amicaux au foot. Parce que tu as les qualifs pour les Coupes du Monde, etc., qualifs pour l'Euro. Et les autres matchs, quand c'est pas des qualifs, c'est de la Ligue des Nations. Alors oui, c'est une compétition pour justifier des matchs amicaux, etc., des trêves. Mais là, c'est vrai que si c'était un mini tournoi à la limite à 4 équipes, pourquoi pas, tu vois? En fait, j'aurais dit en fait, c'est ça le truc, c'est que s'il y a un mini enjeu, je comprendrais un peu plus. Là, c'est vrai que, Là c'est la tournée, oui, officiellement c'est la tournée d'automne et il y a un champion d'automne théoriquement il me semble. ah ouais? Bah, je sais Alors même pas, c'est tu par vois? Parce rapport à que des je points, je parce que ouais, vu qu'il y a pas toutes les équipes se rencontrent pas, mais il y a un truc de points et tout, et on dit ah bah enfin ouais, voilà. voilà enfin je sais même pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est pour définir une équipe un peu plus forte aussi. Et en fait moi je m'en fous qu'un enjeu parce qu'en vrai nous au rugby on a le 6 nations tous les ans. Déjà on a au minimum un tournoi par an, mais qui est un tournoi avec de l'enjeu. Mais effectivement le problème c'est que du coup ça nous fait genre 5 matchs d'un coup entre février et mars, et qu'après du coup s'il n'y a pas de compétition internationale, bah genre les équipes ne jouent pas. Alors, est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'on fasse un 6 nations genre sous format de championnat au lieu d'avoir tout réparti genre sur enfin sur 5 semaines, genre qu'on étale beaucoup plus dans l'année en fait, qui est genre un match au mois de février, deux matchs au mois de mars, un match au mois d'avril, un match au mois de juin, un truc comme ça, genre un peu plus étalé, pour que du coup les joueurs aient le temps de jouer ensemble, genre, on va dire sur une plus longue période entre guillemets. Mais du coup, ça obligerait à avoir des entraînements aussi d'équipe de France, des semaines ou les semaines avant où les joueurs sont pas disponibles en championnat. Après, moi, je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave pour le top 14, on s'en fout. En fait, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des matchs de top 14 si les internationaux sont pas là. C'est pareil pour toutes les équipes, tu vois. Genre, enfin, en soi, on s'en fout. C'est-à-dire que qu'on fait des matchs de top 14 où il n'y a pas les internationaux et c'est pas grave. On pourrait pas faire ça. Bah, en vrai, si, c'est un truc qui pourrait se faire en effet. Après, c'est vrai que, étaler un tournoi avec que 5 matchs, c'est ça que je veux dire, sur, plusieurs, mois, je sais pas. Après changer le format, hein, mais, de toute façon, ça serait peut-être un changement de format, ça pourrait être bien aussi, mais, du coup avec plus de matchs. Mais le problème, c'est qu'il y aurait plus de matchs. Mais moins de matchs amicaux du coup. Parce que du coup, les trêves internationales seraient pour ce 6 nations-là et Mhm. tu pourrais faire un truc, un tournoi à destination. Tu aurais, au lieu de 5, tu en as éventuellement 10 du coup, «aller-retour» entre guillemets. Alors ça double le nombre de matchs en effet, mais du coup ça peut remplacer des matchs internationaux par des matchs à enjeu, Ouais, ouais. on va dire. Ce qui serait pas déconnant, je trouve. Après, le problème étant Mais que bon. voilà, tu vois, s'il y a des matchs l'été, bah l'été, les joueurs sont au repos par rapport à la saison de top 14. Du coup, en automne, pareil, bah, il y a la saison de top 14. Sinon, il faut rajouter un deuxième tournoi. C'est-à-dire qu'on enlève la tournée d'été, où on met genre un match amical l'été ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, au moment du tournoi qui vient en automne, genre, ou je sais pas, peut-être fin septembre, on fait un vrai tournoi, quoi. Genre, on fait un peu plus de matchs, on fait genre un truc avec des équipes qui montent et qui descendent, je sais pas, une espèce de mini Ligue des Nations. Enfin, tu vois, genre un truc, je sais pas, à 8 équipes, tu vois, un truc comme ça. On met les 8 premières. En fait, surtout, tu peux faire des poules. Tu prends les 8 premières équipes internationales. Après, tu prends les genre de 9 à 16. Enfin, genre voilà, et comme ça, tu fais un truc de montée descendante. Déjà, ça permet de faire jouer des plus petits pays qui sont en train de monter dans le rugby international, genre contre des grosses équipes éventuellement, tu vois. Je me dis que voilà, on supprime les matchs d'été ou un match à la limite juste pour que voilà, les joueurs puissent jouer un peu ensemble. Et après, à la rentrée, au pire, même dès la rentrée, tu vois, genre viens, la saison de top 14, elle commence sans les internationaux. Les internationaux, ils sont en tournoi, c'est pas grave. Et puis voilà, quoi, où ils font leur retrait fin août, j'en sais rien. Et voilà, mais moi je pense que. En fait, je pense qu'on peut pas enlever les matchs internationaux et qu'au contraire, genre si on veut que l'équipe de France performe, il faut limite en avoir plus ou qu'en tout cas il soit plus régulier ou qu'il y ait une vraie cohérence, je sais pas. Mais il y a quelque chose à faire de toute façon parce que sinon on sera. Enfin, pas qu'on sera jamais au niveau, mais ce sera juste sur la performance des joueurs et voilà. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'émulation. Et quand tu vois comment ils fonctionnent en équipe, enfin les All Blacks. Les All Blacks, tu sens que c'est comme un club de top 14, quoi. Les mecs, ils jouent 20 matchs par an minimum ensemble, et ben voilà, quoi, ils ont l'habitude. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça parce que, nous, globalement, on joue, bah, les 6 nations, c'est la seule vraie période, on va dire, hein, parce que même les trucs, genre les tournées d'automne et tout, on a que 3 matchs entre guillemets.
Là, on a 5 matchs, plus des entraînements assez réguliers, etc. Enfin, plus des entraînements réguliers, en fait, entre les matchs, etc. Oui, parce que ça dure 7 En fait, semaines, je crois. Donc, de quoi? le, Hallucination. ouais, parce que ça doit être il doit y avoir Ouais. 2 fois une semaine de pause. Donc, Ouais, je pense, moi, j'espère aussi un oui, peu. c'est ça. Mais, mais ouais, ça doit oui, oui, c'est ça. Du coup, bah, en fait, forcément, tu as le temps de t'acclimater à tes coéquipiers, et cetera et souvent, c'est vrai que les fins de 6 nations sont meilleures collectivement parlant, je trouve. Heu, Ça se voit, c'est question d'automatisme et c'est normal donc je pense qu'en effet, rajouter plus d'enjeux sur les matchs internationaux ou quitte à remplacer ces matchs-là par, comme tu disais, une sorte de Ligue des Nations un peu avec, 8 clubs, c'est très bien, 2 poules de 4, tu vois? Ça te fait 3 matchs de poule, enfin, tu vois? Ce genre de truc-là. Ouais, Après tu ouais. fais des demi comme le Ligue des Nations, comme la Ligue des Nations. Oui, un truc Après tu simple, fais tu des vois, t'as raison, demi, 2 poules de 4, demi-finale et c'est tout, quoi. c'est ça et les 2 derniers de chaque poule, ils redescendent en dessous et Ou après, bah, les 2 juste le dernier, parce finalistes, que faire descendre le 4 dernier équipes, sur les ça va 8. faire beaucoup. Parce qu'après, en fait, il y a des Et vrais le dernier, écarts. pardon, j'ai dit pardon, Ouais, parce oui, qu'il y a oui, des vrais oui, non, écarts mais sur le niveau des équipes au rugby que tu vas comparer au foot. Genre, et du coup, forcément, si tu fais monter, commence à faire monter la 10e nation ou des trucs comme ça, il y en a qui vont prendre des branlées. Donc, oui, c'est ça. Non, non, mais oui, non, non, je voulais juste dire les quand je dis les 2 derniers, je parle ouais, bien des 2 sûr. derniers, les derniers de chaque poule, quoi, en Ouais, gros. Moi, ouais, je ouais, me bien suis mal sûr. exprimé, effectivement. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut être pas déconnant et potentiellement intéressant à justement mettre en place, je sais pas. Après, évidemment, c'est pas nous du tout qui choisissons ça, hein, Ouais, mais tu mais vois, au final, l'idée peut être ça ferait 5 matchs, quoi. 5 matchs, ça ferait tu vois, on le répartit sur 2 mois, peut-être un truc comme ça, enfin, histoire de faire. Ou comme le 6 Nations, genre 2 matchs, enfin, 5 matchs, et on se dit qu'il y a une semaine de pause. Ou alors on les répartit dans l'année, les matchs de poule. Mais du coup, ça veut dire, genre, potentiellement aussi des. Enfin, tu vois, genre, en gros, ils auraient que une semaine d'entraînement et un match à certains moments, mais par contre, ils le feraient plus souvent dans l'année, quoi. Ce serait pas moins sur ouais. genre des périodes infinies, tu vois, et déterminées. Mmh. Ou un truc qui est potentiellement faisable aussi, mais du coup, il y a enfin, tu mets un rassemblement, soit les 2 matchs de poule, soit un match de poule et un match amical potentiellement. Bon, du coup, il y aurait toujours un match amical, mais au moins ça me permettrait de faire un peu tourner plus l'effectif, on va dire. Ça peut être fait aussi comme ça, en 2 Ah ouais. rassemblements. Du coup, tu fais 4 matchs, dont 3 de poule et un seul, c'est un match amical Mhm. contre une autre équipe, soit d'une autre poule, logiquement soit de l'autre poule, soit contre, une équipe, d'une poule, de la Ligue B, par exemple, c'est Ouais, tout ouais. ça peut être faisable aussi. Après, moi, je serais pour. Enfin, alors là, on va parler d'un truc un peu extrême, mais franchement, moi, ça me dérangerait pas. Tu vois, en gros, les équipes de l'hémisphère sud, ils sont professionnels, notamment avec leur équipe nationale. Et alors, parce que du coup, ils jouent un tournoi où il y a les équipes de l'hémisphère sud qui se rencontrent tout le long de l'année. Et en fait, du coup, la priorité, pour moi, genre, c'est. En fait, ce serait presque pas mal de faire ça, tu vois. Genre, le top 14, enfin, c'est pas que ce serait pas la priorité, mais en gros, tous ces joueurs qui jouent en Nouvelle-Zélande et tout ça, et bah, de temps en temps, quand ils ont des périodes de trêve. C'est l'inverse, tu vois. C'est quand ils ont des périodes de trêve internationale, ils vont dans leur club. Et souvent, justement, ils bougent beaucoup de clubs, tu vois. Genre, oh, bah, ils vont faire 6 mois en Angleterre, viennent faire jouer un peu en France, ils viennent jouer un peu machin. Mais la priorité, c'est l'équipe nationale. Et moi, en vrai, ça me dérangerait pas qu'on fasse ça. Et surtout que, du coup, ça permet aussi un autre truc, c'est que nous, en équipe de France, on a souvent ce truc de oh, il y a de la nouvelle génération et il y a des vieux qui restent pour encadrer les jeunes qui sont toujours à haute performance, mais du coup, tu as des mecs qui restent genre 12, 13 ans en équipe de France, tu vois, genre qui arrivent à 20 ans et qui vont rester jusqu'à leurs 32 ans. Alors que, du coup, quand tu as beaucoup de matchs, déjà, c'est plus simple de faire jouer des jeunes sans te dire, ok, le tournoi d'été, ça va être que des jeunes et genre, il y aura pas de vieux, et enfin, genre, tu vas tester tous tes jeunes d'un coup et ça va rien donner. Alors que là, au moins, tu vois, bah, ça permet de faire monter doucement des jeunes en puissance. Les vieux, bah, ils arrêtent et ils vont jouer en club. Et ils sont toujours à bon niveau, mais du coup, ils jouent plus en équipe nationale, ils vont jouer en club. Et je me dis, bah vas-y, en vrai, on fait pareil, tu vois. Genre, si un jour on veut rivaliser, pourquoi est-ce qu'on professionnaliserait pas nos équipes nationales? Genre qu'on serait pas payé par, enfin, qu'il y ait des sponsors et tout ça. Aujourd'hui, il y a des sponsors en équipe de France, il y a des choses comme ça. Et bah venez, on paye nos joueurs et venez, on professionnalise l'équipe nationale et on leur donne la priorité. Le championnat n'est plus la priorité. Ça pourrait être fait. Ça pourrait être fait aussi, oui, c'est vrai. Mais après, je sais que à la différence de justement, la Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, et cetera, c'est que notre championnat est bon, le meilleur du monde et du coup, forcément, commencer à professionnaliser l'équipe nationale dans un pays dans lequel le championnat, premier championnat, la première division est la meilleure du monde, ça peut porter à débat, et cetera. Je comprends l'idée effectivement de vouloir pourquoi pas professionnaliser oui, c'est ça, professionnaliser l'équipe nationale, mais d'un côté, je comprends aussi qu'il y ait des réticences, tu vois? Non, mais bien sûr, puis c'est un Par truc qu'on n'a exemple, là jamais fait, tu vois, dans aucun sport. Mais c'est juste que je me dis là, vas-y, il y a des. Surtout que déjà dans les clubs, il y a beaucoup de rotation. Enfin, une équipe de rugby, tu vois, c'est 30 joueurs. Je me dis, vas-y, il y a 14 équipes. Enfin, tu fais 3 x 4, 3 x 14, pardon, ça fait.
16, 42. voilà 42, c'est-à-dire que tu as 420 joueurs, on va dire entre guillemets, genre, on va dire un vivier de 420 joueurs, voire plus qui tournent. Bah vas-y, s'il y a 30 joueurs ou 32 joueurs qui peuvent pas jouer tout le temps, parce qu'en plus on parle de rotation, les 32 joueurs sont pas tout le temps appelés en équipe de France, tu vois, mais que du coup tu peux faire rotationner avec des jeunes, justement, tu peux, voilà, il y a des matchs qui ont moins d'importance, enfin, je me dis, ça va, tu vois, genre on peut peut-être se le permettre, quoi, genre, ou alors sinon ça veut dire qu'effectivement nos clubs, on est le meilleur championnat du monde, mais parce qu'on n'est pas capable de vivre sans nos internationaux. Donc aussi, à un moment, ça responsabiliserait plein d'autres jeunes. Et dans les clubs aussi, c'est une bonne chose pour les clubs. Ça permet de faire monter d'autres joueurs dans les clubs. Et en fait, plus tu as de joueurs qui jouent, plus tu as de joueurs qui jouent régulièrement et dans plein de positions différentes, et bah, plus normalement tu fais monter des gens, plus tu découvres des talents, Mmh. plus enfin, tu permets à des gens d'exister en fait. Ça. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, c'est pas déconnant non plus ça, donc c'est pas si con. Je pense que c'est quelque chose qui est envisageable en vrai, en tout cas, discutable, on peut en discuter Mm. quoi. Genre, vraiment, ça peut réellement être un sujet et tout. Ça se trouve, ça a déjà été un sujet, hein, au Je sais sein de la pas, FFR, je je sais sais pas. pas et tout, mais Je crois que c'est pas notre culture, même tu vois, en Angleterre et tout, ils le font ah pas ouais, parce que c'est pas notre oui, culture. Mais c'est un truc très américain aussi, tu vois, d'avoir une équipe nationale où vraiment on met tout dans l'équipe nationale, genre sur certains trucs. Mais enfin, en fait, si à un moment on veut se donner les moyens d'être champion du monde et tout aussi, enfin, on dira l'Angleterre, elle a déjà réussi, tout ça, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix que de passer par là, hein. bah, c'est ça ou alors, vraiment avoir énormément de talent dans ton équipe et en tout cas être adaptable, de fou quoi. Ouais, mais en même temps, tu Heu, regardes les derniers champions, c'est quoi? C'est 2 fois l'Afrique du Sud et 2 fois la Nouvelle-Zélande, je crois. ouais, Bon, bah ouais, c'est voilà, ça. hein. Ça fait longtemps, hein. Jouer ensemble toute l'année, c'est sûr que c'est plus facile que de jouer seulement, ouais, 7-8 matchs quoi, Bah, 7-8 c'est-à-dire matchs, qu'à c'est part, je pas crois que de toute façon, en gros, à part l'équipe d'Angleterre, la plupart des coupes du monde, c'est Afrique du Sud, peut-être il y en a une pour l'Australie, et sinon c'est la oui, Nouvelle-Zélande, voilà, Afrique du c'est ça. Sud, quoi. Donc bon, il y a un moment, enfin, les résultats ils sont là, quoi. Et encore, l'équipe d'Angleterre, c'était une immense équipe d'Angleterre, tu vois. Enfin, genre, donc voilà. C'est ça. Donc non, donc moi je pense que voilà, il y a un moment, enfin, c'est une solution, enfin, même si elle est étonnante et même si on n'en a pas l'habitude en France, c'est une solution qui pour moi devrait être envisagée, ou en tout cas on devrait au moins y réfléchir. Et je crois que le Mmh. problème c'est que c'est même pas un débat qui est, enfin, tu vois, genre je suis sûr que si ce débat est mis sur la table, il y a plein de gens qui vont directement dire non et mettre leur veto et on n'en parlera même pas, quoi. Donc, alors que moi je trouve Je que c'est un truc qui peut être discuté. je pense. Je pense que oui, on peut au moins en discuter, Ouais, bien ça sûr. pourrait pas être déconnant, ouais. Voilà. Bon, parce que c'est vrai qu'on débat en débat, mais on n'a pas parlé du match, quand même, de tout OK. ça. Mais bon, en fait, on en parle un peu en travers quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu voyais des joueurs qui avaient, bon, enfin, il manquait des derniers gestes pour moi dans le match. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas compliqué. Les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'on sait bien, on attaque tous les trucs, on va dire, où on se passe, enfin, où on se base sur nos basiques pour faire une attaque, pour faire construire des trucs et tout, c'est bon. Mais dans le dernier geste et pour franchir, à un moment, il faut un peu de folie, ou il faut un peu de, voilà, de connexion entre les joueurs. Et on l'avait pas. Et on a passé 20 minutes à pilonner leur ligne et à pas marquer. Et tout ça pour prendre une grosse branlée à la fin, quoi. Pardon, Oui. désolé. J'étais muet encore. Répète s'il te plaît, pardon? Je disais que on n'avait pas de connexion dans le dernier geste et que du coup, mine de rien, on en parlait un peu de tout ça, enfin, à travers ce qu'on dit. Oui, C'est qu'on a pardon. passé 20 minutes à pilonner et que au final, c'est bien de faire des basiques, mais qu'il nous manque un truc. Ouais, énormément de mal sur la finition, on l'a vu, puis il y a eu beaucoup de en fait, c'était très répétitif quoi, notre jeu. Je aussi j'ai trouvé, on a énormément tenté, ce fameux, coup de pied par-dessus, la ligne de Non, mais défense, c'est ça, pour essayer d'aller chercher les ailes. c'est-à-dire que Ramos C'est et trop, Pono, je comprends, c'est trop. mais au bout de la 14e fois, il y en a marre, quoi. De temps en temps, voilà, tenter ça 3-4 fois dans le match, mais éparpillé, pourquoi pas. Là, on l'a vu facilement peut-être 3 ou 4 fois d'affilée Ah oui, sur oui. les actions. Je dis là, vraiment, c'est forcé, quoi. Mm. C'est un peu forcé. Alors oui, c'est des grosses individualités, ils sont très forts. Penaud et Bielbiarré sur les ailes sont très, très forts et pour faire ce genre de choses, ce genre de différence, que ce soit par la vitesse, par la technique et pour réceptionner les ballons aussi, ils sont très forts. Mais bon, essayer de jouer aussi un peu, de varier le jeu, c'est très bien aussi. Jouer avec les gros un peu plus, d'aller chercher l'impact justement physique. En plus, je veux dire l'impact physique, normalement on l'a. Je veux dire l'équipe de France, ça n'a jamais été, Bah, enfin en tout cas, je veux quand, dire ça on a toujours été, non, une équipe mais avec une grosse quand mêlée tu quoi vois donc que les packs étaient, genre vraiment faisaient le même poids et la branlée qu'on a pris en mêlée et dans les impacts, tu te dis que c'est pas normal, quoi. ouais, c'est ça. Mais après je sais pas s'il y a un peu de, parce qu'il y a des nouveaux, j'en sais rien, genre, parce que déjà la 1re ligne on a 2, alors Régis Montagne est à droite et je sais plus qui c'était à gauche, j'ai Erdosio. oublié mais voilà, qui sont 2 sélectionnés pour la première fois. Alors oui, enfin le truc c'est qu'il y a eu des entraînements en fait, juste avant donc je Oui, me dis oui, oui. normalement l'habitude ils l'ont pris, ils ont pris l'habitude, mais ça se trouve, il y a peut-être de ça aussi hein, franchement j'en sais rien.
Oui, oui, non, mais après une mêlée, c'est une mêlée, tu vois? C'est je sais pas si c'est une question d'envie ou je sais pas quoi, mais c'est quand même fou qu'avec un pack qui faisait le même poids, on se soit fait déboîter comme ça, genre, enfin, dans toutes les zones d'impact et tout, enfin, c'était un truc de fou, quoi. Ouais. Donc vraiment, Ouais. Bah, après voilà, ça on sait très bien, on l'a vu, on se rappelle aussi de la coupe du monde que, l'Afrique du Sud est bon une équipe de toute façon qui est très, physique, voire, méchante, mais dans les impacts, je veux dire. oui, bah, bien sûr, hein. Mais mais c'est vrai qu'on a essayé il y a quelques fois quand même dans le match où on a réussi à répondre au duel physique, au défi physique imposé par les Sudaf justement, où on a pu justement être, quand même présent, je trouve. Tu vois? Ouais, Genre, ouais. dans les impacts et tout. On a essayé des fois de jouer un peu leur jeu et on a réussi un peu à les déjouer sur ça. Le problème c'est quoi là? C'est que l'Afrique du Sud, eux, bah, ils sont très forts dans ça et forcément, bah, ça a payé pour eux, sans Et en problème, plus, j'ai quoi. envie de te dire que c'est un vrai problème parce que j'ai pas envie non plus qu'à un moment, il y ait un sélectionneur, que ce soit Fabien Galtier ou un autre, qui fasse le choix de dénaturer le jeu de l'équipe de France pour se dire on va se mettre à jouer comme ça, tu vois. Moi, je veux pas qu'on en arrive à jouer comme ça. Mais le problème, c'est que aussi, faut que les arbitres tiennent les matchs et surtout, faut que World Rugby, pour moi, protège encore plus les joueurs. Et que quand il y a des matchs comme ça extrêmement violents, parce que je suis désolé, c'est quand même un jeu qui est très violent, je trouve, le jeu parfois de l'hémisphère sud, mais je trouve que c'est moins vrai ces dernières années avec la Nouvelle-Zélande. Mais l'Afrique du Sud a toujours un jeu extrêmement frontal et extrêmement violent, avec des déblayages qui sont vraiment souvent à la limite. D'ailleurs, on l'a vu, bah, ils prennent un carton rouge. D'ailleurs, très très bien, Monsieur Gardner, d'avoir assumé et d'avoir mis un carton rouge direct. Pas de, on se cache pas derrière un bunker, derrière une vidéo ou je sais pas quoi. L'autre, il vient, il dégoupille et l'autre, il ose discuter à peu près. Rien à foutre que Thomas Ramos soit par terre. L'autre, il vient et sans les bras, il lui dézingue la tête. C'est carton rouge, c'est très très bien, monsieur l'arbitre. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut que World Rugby mette des règles en place pour qu'on arrête d'avoir ces matchs avec cette violence. Le rugby, c'est effectivement un sport de contact, mais c'est pas de la boxe. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Ouais. C'est exactement ça. Mais pour en revenir du coup à l'arbitrage de Monsieur Gardner qui a été, je trouve, très bon dans l'arbitrage, parce que c'est jamais facile à arbitrer un match comme ça où tu as une si grosse différence de jeu des 2 équipes, enfin de type de jeu, Ouais, ouais, tu bien vois? sûr. Genre, voilà. Là, il a été très bon et effectivement, voilà, en plus, c'était hyper clair ce qu'il disait, même, au moment de la vidéo pour le carton rouge. Il commence la vidéo, il disait: «OK, là, en tout cas, c'est jaune, enfin sur jaune. Maintenant, on va essayer de regarder» et ils ont regardé un peu plus en détail et cetera. Ils ont analysé, et ça a conclu effectivement, voilà, sur un rouge. Mais j'ai bien aimé, il discutait bien, il parlait bien avec les Ah joueurs, bah, il a été les pédagogue, capitaines c'est-à-dire en que chaque général et décision était très expliquée, ouais, quoi. c'est ça. Donc donc ça, déjà, ça fait plaisir. Un bon arbitrage, Ouais, ça fait très plaisir ça change, hein. et ça change, putain, ça change. C'est vrai que ça change, mais bon, mais c'est vrai que ouais, quasi y a rien à redire. Enfin, un peu quelques trucs forcément, bah, après c'est là Oui, mais comme tous les matchs, c'est ça qui, enfin, forcément. c'est normal. Enfin, c'est un arbitrage, c'est comme son nom l'indique, Et puis c'est un peu c'est du rugby, arbitraire il y a et voilà. beaucoup de choses à arbitrer, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. Donc non, sur ça, pour le coup, je n'irai pas me plaindre, non, non. que de son arbitrage qui était très bon, et c'est nous qui avons pas forcément trop trouvé des solutions pour répondre aux défis physiques. En tout cas, je trouve Bah des ouais, Sudaf. on a vraiment stéréotypé notre jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, il y avait un truc qui marchait pas et on a continué de faire ça pendant 20 minutes alors que ça marchait pas, quoi. Ouais, 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 c'est ça, hein. Donc moi j'ai dit bravo, enfin bravo aux Sud-Africains parce que de toute façon eux ils se sont fait pilonner et la défense n'a jamais craqué. Mais pas bravo à nous parce qu'il y a un moment aussi, enfin c'est pas possible de passer 20 minutes genre à 15 contre 14, de passer 20 minutes à pilonner et de pas réussir à passer une seule fois, ce n'est pas normal. Enfin, les seuls points qu'on a marqués c'est 3 points. On a pris une pénalité sur ces 20 minutes alors qu'on a quasiment 100% de possession pendant 20 minutes. C'est pas normal. C'est ça. C'est assez, contradictoire de se dire qu'on a réussi à jouer et à marquer plus quand on était à 15 contre 15 qu'à 15 contre 14. Normalement, Non 15 mais contre bien sûr, 14, hein. tu as des trous, des espaces. Voilà, normalement, tu es en surnombre et on s'est il y a même des fois, on s'est retrouvé en sous-nombre Ouais, sur ouais, des ailes ou quoi que ce soit alors qu'on était un de plus. Bon, ouais, donc voilà. Et puis c'est quand même beaucoup d'erreurs défensives dans les 10 derniers mètres, hein. Il y a des choses qui étaient évitables quand même. oui, 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 oui. Moi, je sais que, tu vois, bah, on en a parlé quand on a regardé le match, mais je sais plus l'essai de quel essai, Sudaf, mais Ouais. l'essai Sudaf où c'est sorti de ruck et les commentateurs ont dit que c'est Djegou qui a pas fait le taf. Là, pour nous 2, on était d'accord. C'est pas, du tout du ressort de Djegou, puisque Djegou, il est au ruck, il essaie de défendre au ruck, mais c'est Barassi qui vient monter pour essayer d'intercepter une passe qui potentiellement allait être faite, alors que non. Et bah, Djegou forcément, bah, essaye de l'avoir, mais il ne peut pas et bah, c'est plus facile de taper sur les doigts de quelqu'un qui essaye d'aller plaquer et qui rate le plaquage plutôt qu'un mec qui a
Oui, parce que qui pour moi, il a sort du qui a ruck vite une et passe. Djegou se détache du ruck pour essayer d'y aller, mais Barassi, il monte. Déjà, il s'arrête pas. Il s'arrête pas, mais alors vraiment, il monte, gros, je sais pas où est-ce que t'es parti. Et surtout, il vient de couper une passe sur une ligne où le mec est genre 3-4 mètres. Enfin, le mec qui peut recevoir la balle est 3-4 mètres devant le porteur de balle. Donc, de toute façon, il y aura en avant. Enfin, il fait une espèce de montée dans un contre-temps, mais énorme, et genre loin, loin du porteur de balle. Et il laisse un trou immense. Enfin, je veux dire, c'était trop Ouais. demandé à Oscar Djegou que de l'avoir. Et pareil, une autre critique à faire, enfin, Louis Bielbiarré, quand tu prends ton jaune, je ne comprends pas ce que tu essayes de faire en fait. Il y a un moment, enfin, faut arrêter de tenter On en a pris quand même des cartons jaunes sur un avant volontaire souvent. Faut arrêter de mettre la main sur ce genre d'action. Genre l'autre, il est tendu as fuck, il a son bras qui est tendu. Enlève ta main, qu'est-ce que tu fais? Genre en fait, genre tu ne l'auras pas la balle. Ouais, puis il essaye, alors que tu essayes, oui, mais si tu ne l'as pas, en tout cas que visuellement tu ne peux pas l'avoir parce que là, il l'effleure à peine du bout de la main. Non mais c'est-à-dire qu'il a le temps de retirer sa Bah, main parce que s'il a les fleurs à peine, c'est qu'il met oui, ses doigts voilà. 1 centimètre en arrière et il la touche pas quoi. Donc Ça, visuellement, il c'est- peut le voir. Alors oui, voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à dire que machin, quoi que ce soit, mais bon, Non, non, mais normalement, attends, c'est tu des joueurs de as rugby professionnels, ils ont des oui, réflexes en attaque qui sont énormes. Faut pas me dire qu'ils peuvent pas avoir le réflexe de là, genre tu mets pas ta main, genre là tu vois que tu l'as pas vraiment. oui, c'est pour ça que du coup, je pense qu'en plus, le fait qu'il l'effleure seulement que du bout des doigts, il doit pouvoir, pour moi, le retirer sa main. Enfin, tu le vois si tu l'as ou pas, en fait. Bah Ça oui, se bien voit. sûr, hein. Donc, donc c'est vrai que c'est un jaune très con. Au final, on s'est retrouvé, bah, au lieu d'être à 15 contre 14 pendant une plus longue période, bah, on s'est retrouvé à 14 contre 14 pendant, bah, 10 minutes. Donc, Ah ouais. bah, Et c'est là forcément qu'on a face pris à aussi l'Afrique un du peu Sud, le ça bouillon, donc, peut pas faire ça. c'est Je ça. trouve que c'est Donc, bah, une vraie défaite faute. méritée, de toute façon, Voilà. logique et méritée, donc on espère qu'on va se remobiliser contre les Fidji et qu'on va, leur mettre une branlée parce que normalement les Fidji, c'est bien en Oh, deçà de alors l'étude, oui, alors oui, normalement. oui, les Fidji qui ont fait un gros match et qui d'ailleurs se sont pas fait voler, mais auraient pu gagner contre l'Angleterre ce week-end, qui ont fait un énorme match et bon, enfin pas bravo à l'équipe d'Angleterre et bravo aux Fidji, mais les Fidji qui auraient pu gagner, hein. Oui, oui, non, mais ça j'en doute pas. Alors moi, je n'ai pas vu j'ai pas vu du tout, j'ai rien vu du Oui, tout, mais oui. j'en doute pas. Non, mais je sais que les Fidji, c'est une nation qui monte en puissance, quoi. Ah Bon, ouais, ouais. déjà que c'est une grosse équipe de rugby à 7 et je pense que ça a peut-être poussé aussi dans ce sens-là Ouais, bien pour le sûr, rugby à 15, je pense. bien sûr, Donc, bien sûr. on va voir. Je pense que ça va être un match très intéressant, j'espère. Si on joue, Il va y mieux avoir que du ce qu'on a jeu. joué. Enfin, théoriquement, moi, c'est un match où. Alors, oui, les défenses vont être là, mais je pense que c'est un match où ça va envoyer, quoi. Ça, c'est ça qui va être cool. Ouais, bien sûr. C'est ce que Donc j'espère. voilà, à suivre semaine prochaine, fin du point rugby. On va faire un rapide, très très rapide point NBA. Tout de suite, jingle. En fait, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de jingle. Oui, J'ai toujours pas fait. Bien vu. Alors, ce petit classement, eh ben, écoutez, on a menti. On a menti parce que voilà, il y eh oui, a 2 semaines, une semaine, on a dit regardez ce classement. Ok, s'il sera toujours premier, Brooklyn sera toujours dernier. Brooklyn a gagné un match. Brooklyn a gagné un match. J'espère que ça s'est fêté au champagne, au Dom Pérignon, à tout ce que tu veux, parce que Brooklyn a gagné un match. Et, c'est ça. et il n'y en aura pas beaucoup. Et il y en aura pas beaucoup. Exactement. Preuve en est, cette nuit, ils ont encore perdu d'ailleurs. Mais voilà, ils sont, bah, vous le voyez, mais ils sont 13e. Bon, 13e, on va dire égalité avec Indiana, quoi. Oui, et un match d'avance, Et enfin un match de retard sur c'est pareil. Washington, hein, donc voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, Washington bon dernier, ça c'est bien triste, sachant qu'on a Alexa en plus qui fait des grosses perfs avec Washington. Mais bon, bah, Mais qui est pas bien aidé non seul. plus, bien seul, ouais, bien seul. Et OKC, voilà, OKC qui a perdu un match par rapport à la dernière fois, Et voilà, oui. un match perdu contre les Blazers, Ouais, oui, ouais, contre Blazers. Portland. On Portland. Contre Portland, un peu un match perdu de 2 points. Bah, ça va arriver dans la saison, hein, il y en aura peut-être quelques-uns encore comme ça. Oui, voilà. Mais je maintiens quand même mes 70 victoires, je pense. Ouais, c'est toujours faisable. Et Je maintiens quand les Spurs sont en 7-2, vraiment ils impressionnés de sont ce début de saison, vraiment. ouais, impressionnés, voilà. On a eu là une semaine, on va dire là, la dernière semaine un peu en deçà, de Victor. Victor qui a pas été forcément très, très, très bon. Et qui a été bien Sur le dernier défendu. match et très bien défendu, ouais. Et sur le dernier match, là, il s'est un peu relancé, c'était, je sais plus contre qui, les Bulls, voilà. Dernier match contre les Bulls où il a été hyper clutch. Il a marqué, ouais 2-3 points je crois, hyper clutch. Il a marqué 2 lancers francs dans la dernière minute, je crois que ça doit être. Mhm. Donc, là, il est revenu un peu sur son dernier match. On espère que ça va continuer dans cette dynamique-là, mais c'est vrai qu'il a eu une semaine avant qui était un peu en deçà forcément de tout ce qu'on attendait de lui, mais très bonne perf. Mais surtout le gros point à appuyer, c'est Détroit 1er à l'Est. Ah bah Ça ça, ça,
des 3 premiers à l'Est, c'est fou. Je Mais je pense qu'il y en a qui y croyaient quand même. Alors déjà parce que la saison Ouais, dernière, il y avait des bonnes pistes, qui laissaient présager des bonnes choses et que Kate Cunningham est trop fort en fait et que là Détroit, c'est sérieux. Détroit, tout ce qui se passe, ça joue bien, tu vois? Ça joue collectif et tout, c'est très bien. bah, Détroit qui sort, ouais, ouais, qui sort des grosses perfs, Cunningham aussi, bon, ouais, qui sort des grosses perfs, mais à la fois des perfs de merde. Parce que oui, il va mettre une quarantaine de points, je crois, dans le dernier match ou l'avant-dernier match, mais il va rater une trentaine de tirs, quoi. Ouais, bien sûr. C'est un record d'ailleurs, d'avoir autant de tirs ratés dans un seul match. Il doit être à 14 sur 45, quelque chose comme ça, je Ah crois. ouais. Donc, bon, après, ils ont quand même gagné le match. Donc, bon, Après tant si mieux pour c'est l'équipe. si c'est la stratégie de l'équipe d'avoir un volume de jeu énorme et d'envoyer, 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 si tu te dis que tu peux en mettre que 14 mais que tu peux te permettre d'en envoyer 40, et bah écoute, vas-y, hein, go for it, hein. Ça marche. Si ça marche, tant mieux. Après, voilà, c'est sûr que statistiquement parlant, c'est C'est pas dégueulasse. beau, c'est pas très beau, mais bon, si ça marche. Mais voilà. Donc voilà. Et, et moi, très Juste en termes déçu, très déçu du Magic pour l'instant, qui est en 4-5. Vraiment, 10e à l'Est. bah, pour l'instant, ça marche pas des masses, effectivement. La complémentarité Wagner, Banchero, elle a du mal à se faire. Enfin, il y en a pas en fait. Ouais, voilà, c'est plus ça. C'est ça, c'est qu'il y en a pas. Donc, et je pense moi qu'ils seraient meilleurs s'ils étaient pas dans la même rotation, mais Bah, je mais pense qu'ils bon seraient après meilleurs s'ils avaient des meilleurs joueurs. aussi, oui, bien sûr, bien Et sûr, ouais. bien sûr. Et un meilleur coach, c'est un autre problème. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Non, après quoi dire d'autre, Non, bah pas pour les grand-chose, je pense, hein. Français? Bah, Gobert a fait une très belle semaine avec, Oui, Minnesota. oui, oui. A fait une très, très belle semaine, et c'est plaisant de voir Gobert faire une très bonne semaine à ce point-là. Sinon après c'est à peu près tout en réalité, hein. Gershon a du mal avec New York. Ça, Ça bouge pas. ça c'est bon après il a pas énormément de temps de jeu et c'est bien dommage. Voilà. Mais Si, sinon voilà, non. moi, à noter de mon côté, bon, moi, je suis fan des Warriors, très content de notre petit jeune Will Richard, qui, bon, voilà, même si les Warriors, ça marchouille qu'à moitié, mais Will Richard qui est vraiment fort. En tout cas, et j'espère qu'on va réussir à le développer. J'en ai marre des jeunes qu'on nous dit, ouh là là, ils sont trop forts, ils font une bonne première saison de genre de jeunes, et après, sophomore et tout, ça s'effondre un peu, ou alors on leur donne pas de temps de jeu. Donc, vas-y, voilà, j'espère que ça va le faire. OK. OK, OK. Bon, bah, voilà. Donc on verra ce qui va se passer la semaine prochaine, mais peut-être qu'un classement qui va évoluer. De toute façon, c'est hyper serré. De toute façon, c'est que le début de saison, Oui, donc bien ça va sûr. sûrement, très certainement évoluer. Mais voilà, donc côté français, très bonne semaine, enfin non, mauvaise semaine, on va dire, de Victor Wembanyama qui se reprend un peu là. Très bonne semaine de Alex Sarr et de Gobert. C'est à peu près tout ce qu'il y a à Ouais, c'est tout ce noter. qu'il y a à noter. Voilà. L'événement de la semaine, c'est Brooklyn qui n'est pas dernier. Et, Un événement, un vrai événement, on et, peut la, dire. et la première défaite d'OKC, Voilà. qui est un petit événement quand même, parce que C'est les deux voilà. choses qui n'arriveront pas souvent, hein, voilà. Ah non, qui n'arriveront pas souvent. Voilà, Donc voilà, bon, restez bons. allez, écoutez, on va tout de suite passer à la moto. Il y a pas de jingle, tout ça, tout ça. Donc, Non, pas de rapidement, suite. la moto, est-ce qu'on va pas épiloguer? Oui, exactement. La moto, ce week-end avait lieu le Grand Prix d'Algarve à Portimao, au Portugal, donc avant-dernier week-end de Grand Prix pour le MotoGP. En qualification, ça a donné la pole pour Marco Bezzecchi, Acosta et Fabio Quartararo, troisième. La première ligne, donc quatrième Bagnaia et sixième Zarco, donc une très bonne qualif de nos Français, ça fait plaisir. Rien de plus à dire. La sprint, pardon, victoire d'Alex Marquez en sprint devant Acosta, qui reste à sa deuxième place, et Bezzecchi, troisième. Fabio Quartararo, lui, fait quatrième, donc il a perdu qu'une seule place, ce qui est plutôt une bonne chose. On se disait que c'était plutôt le problème de Fabio, c'est de perdre beaucoup de place pendant les Grands Prix, etc., par rapport au départ. Là, ça va. Et septième place de Johan Zarco, pardon, qui n'a perdu qu'une seule place. Par contre, c'est Bagnaia, qui de quatrième se retrouve huitième. Voilà. Donc, encore une Oui, fois, un bah très bon écoute. Grand Prix de Bagnaia. Encore une fois, un très bon week-end de Bagnaia. Non. Euh, vous allez voir. Grand Prix, donc, victoire de Bezzecchi devant Alex Marquez et Pedro Acosta. Voilà, le podium. Acosta qui a fait un très bon week-end, hein. Qualifié deuxième, sprint deuxième et GP troisième, donc un très bon week-end d'Acosta. Fabio Quartararo lui fait sixième et Zarco septième. Donc très bon week-end globalement des deux Français. Et Bagnaia qui a DNF, voilà, qui n'a pas fini la course. Donc là, on va parler classement rapide. Premier, deuxième, on sait très bien qui c'est et qui ça va être, mais pas de souci. Mathématiquement, Bagnaia peut encore finir troisième. Mais Bezzecchi a 35 points d'avance sur Bagnaia. Et le seul moyen pour que Bagnaia repasse troisième, c'est qu'il marque tous les points, le maximum de points le week-end prochain.
Donc c'est-à-dire victoire en sprint et victoire au GP pour repasser 3e. Mais il faut que Bezzecchi ne marque aucun point. Autant vous dire que c'est mort. Parce que Ah oui, c'est fini là. je vois pas Bagnaia gagner les 2 et je vois encore moins Bezzecchi ne pas marquer un seul point. Oui, non, non, mais c'était juste pour Voilà. la vanne, hein. Il y a aucun monde où ça existe, hein. C'est fini, hein. Voilà. Qu'on se le dise, c'est fini pour Bagnaia. Mais c'était fini depuis le début de la saison, hein, globalement, hein. Ah ouais, bah, c'est quand même très triste. Très, Oui, très oui. triste et sinon l'autre aspect du classement qu'on pourra suivre un peu, pour nous Français, on va dire, c'est Fabio Quartararo qui est revenu à 5 points de Fermin Aldeguer, pour le top 8. Donc voilà, 5 points déjà, c'est un peu plus jouable, enfin, c'est jouable carrément, Ah oui, c'est bien sûr. faisable. Dans un sens, je serais très heureux si Fabio prenait une place, ce serait 8e. Bon, ce serait loin de ses standards, mais ce serait bien. Dans un autre sens, ça me dérangerait pas, qu'Aldeguer finisse devant parce qu'il fait très, très, très bonne saison rookie, avec une victoire en plus, donc dans les 2 sens, ça m'irait. Voilà, autant dire que ça irait sans problème Exactement. Exactement, et exactement. rendez-vous ce week-end pour le dernier Grand Prix de la saison. Voilà, le Grand Prix d'Europe à Valence. On verra ce que ça va donner, mais globalement tout est déjà joué, hein, donc il y a plus trop d'enjeux et la MotoGP est beaucoup moins attrayante maintenant qu'il y a moins d'enjeux. Au contraire de la F1. Et oui, et la F1 cette semaine, le Grand Prix du Brésil à Sao Paulo, un week-end sprint. On va faire vite fait un peu le déroulé donc des résultats. Donc en quali sprint, Norris, Antonelli, Piastri, Max seulement 6ème en sprint, Adjar toujours 9ème, toujours dans Q3 même en sprint, ça fait plaisir. Nos Français 13ème, Gasly 19ème Ocon. Résultat en sprint, Norris premier, Antonelli deuxième, Russell troisième, quatrième Max, 8 Gasly, Antonelli qui malheureusement, Antonelli pas du tout, Piastri qui malheureusement fait DNF et énorme crash de Bortoleto. Vraiment, je pense que Alex Albon a dû être terrifié de voir une voiture passer à une vitesse folle Ouais, juste devant lui et que ouais, ouais. Bortoleto a dû être terrifié aussi. Donc voilà, Gasly qui marque un point quand même en course sprint, c'est à noter. La qualif principale, donc avec Norris premier, Antonelli deuxième, en énorme encore une fois, Antonelli qui vraiment fait 2 en sprint et 2 en qualif normale. Voilà, qui fait une bonne fin de saison Antonelli. En même temps, la Mercedes, j'ai envie de te dire, fait une bonne fin de saison parce que la Mercedes est quand même globalement plutôt forte. Leclerc troisième, grosse perf quand même de Charles. On verra après qu'apparemment ça leur suffit pas là-haut chez Ferrari. Piastri seulement Oui. quatrième malgré le fait qu'on avait l'impression qu'il avait quand même du rythme en début de week-end et tout ça et il fait seulement quatrième. Adjar 5 énorme qualification. Gasly 9 très très bien. Max seulement 16ème départ des stands parce que du coup quitte à partir vers la fin bah, autant changer les pièces moteurs pour faire un énorme Grand Prix, on le verra juste après. Et Ocon 17ème. Et donc le Grand Prix, Norris premier, Antonelli deuxième, Max sur le podium. Max qui fait, je crois, c'était en gros, alors la stat, je sais plus c'est quoi, c'est la 17ème fois, enfin en gros, il finit sur le podium depuis une 17ème place différente. Genre il a déjà réussi à finir sur un podium en partant de 17 places différentes. Juste enfin, ça sert à rien comme stat, hein, mais ça prouve quand même que le mec est malade. Piastri seulement 5ème après une pénalité que, bon, peut-être qu'elle est justifiée, peut-être pas. Allez voir le TikTok qui est sorti. Je pense qu'on va pas débattre plus que ça là-dessus. De toute façon, ça reste le même problème tous les week-ends. C'est-à-dire que la FIA, c'est-à-dire qu'on lance un dé pour savoir ça va être quoi à peu près la pénalité, parce que tous les week-ends ça change. Et Berman qui fait 6ème, Lawson 7ème, Adjar 8ème, Gasly 10ème. Donc deux Français dans les points très bien. Ocon malheureusement juste 12ème. Et le double DNF de Ferrari, pour donner raison à John Elkann, peut-être, on verra ça juste après. À noter donc classement pilote que Norris continue de prendre de l'avance sur Piastri. Maintenant, il y a 24 points d'avance entre Norris et Piastri et 47 points d'avance entre Norris à 390 et Max. Bon, on va pas se mentir, cela semble jouer à moins d'un retournement, mais ça semble plutôt jouer pour la fin de la saison au vu des performances actuelles. Au classement constructeur, la bonne opération pour Merco qui malheureusement pour moi repasse deuxième, 398 points. Red Bull qui est derrière à 32 points et Ferrari à 36 points. Après, ça bouge toutes les semaines. Ça rien n'est encore fait sur ce truc-là. Moi, j'avais envie de parler de la déclaration de John Elkann, que je vais prendre tout de suite sous les yeux et vous lire en partie, où John Elkann nous dit que, en gros, Ferrari gagne quand elle est unique, le Brésil a été une grande déception, qu'il faudrait prendre exemple sur le WEC, et qu'en Formule 1, ils ont des mécaniciens qui sont toujours les meilleurs dans l'exécution des arrêts au stand. Alors, oui, si tu prends en compte les 2 dernières années, parce qu'avant, c'était pas le cas, fils de pute, quand on avait une bonne bagnole, j'insulte, hein, là, j'en ai rien à foutre, hein. Et les ingénieurs qui travaillent dur pour améliorer la voiture, je vais y revenir juste après parce que j'ai d'autres infos. Le reste, en revanche, n'est pas au niveau. Nous avons des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur la conduite, de moins parler et de garder en tête qu'il reste encore des courses importantes devant nous. Alors, John Elkann, voilà, je regarde la caméra droit dans les yeux. Je m'en fous, hein, si tu m'écoutes, va te faire enculer.
Voilà, voilà, que ce soit clair entre nous, tu vois, ça c'est mon avis sur toi. À un moment, il y a des gens qui pourrissent ce qui se passe en interne chez Ferrari. On a des ingénieurs qui sont là depuis 50 ans, qui ne veulent prendre aucune info venant de l'extérieur, qui n'écoutent pas ce que Lewis Hamilton dit, qui n'ont pas écouté ce que Carlos Sainz a dit, qui ne veulent pas copier sur ce qui se fait aller à l'extérieur ou quand une nouvelle technologie ou quand d'autres mécaniciens arrivent qui sont plus jeunes, ne veulent pas écouter, qui mettent leur veto. C'est bien, vous voulez rester dans votre vieux truc, allez faire des grands prix historiques. On n'en a rien à foutre que vous restiez chez Ferrari. À un moment, c'est une écurie qui a besoin d'avancer, c'est une écurie où il y a des promesses tous les ans, et c'est une écurie où il ne se passe jamais rien parce qu'il y a un noyau interne qui pourrit toutes les décisions qui sont prises chez Ferrari. On fait venir Lewis Hamilton, ça sert à rien parce que de toute façon vous ne l'écoutez pas. Et après on a John Elkann qui vient mettre un tir à leur pilote en disant bah regardez en WEC ça marche très bien parce qu'on a réussi à gagner et que du coup c'est juste les pilotes qui marchent pas. En WEC vous avez réussi à gagner parce que vous n'étiez pas là il n'y a pas si longtemps que ça en WEC, vous êtes revenu avec une niaque pas possible et que les mécaniciens c'est que des jeunes et qu'ils avaient très envie d'y arriver. Si les ingénieurs alors les mécaniciens ça va mieux donc moi ça me va, mais si on ne laisse pas les pleines clés à Vasseur pour virer les gens qui n'ont rien à foutre chez Ferrari, qui pourrissent ce qui se passe en interne et qui sont des vieilles personnes, nous n'y arriverons pas. Et c'est pas en mettant des tirs à tes pilotes que ça va marcher, d'accord? Je pense qu'ils en ont aussi marre que toi, je pense que ça leur fait jamais plaisir d'arriver sur un week-end et d'avoir une voiture inconduisible. Enfin, je sais pas, t'es con ou quoi? Genre, c'est quoi? Enfin, évidemment qu'ils ont envie de gagner. Donc voilà, il y a un moment, il va falloir donner les clés aux gens qui en ont la capacité et arrêter de faire des tirs et soutenir un peu tes pilotes et ton président d'écurie. Oui, Voilà. oui. C'est bien, Non, mais il y en c'est a bien. marre. Oui, oui. Oui, oui, faut avancer. En fait, c'est chiant, faut avancer, quoi. T'as Ah raison. non, mais il y a un moment, T'as raison, tous t'as les ans raison. on nous dit qu'on va y arriver, tous les ans c'est soit la voiture, soit les mécaniciens, soit les arrêts au stand, soit le machin. Moi j'ai aucun doute, enfin en fait maintenant on a Lewis Hamilton, genre on a un mec qui est 7 fois champion du monde. Donc là il y a personne qui va nous dire que c'est la faute des pilotes en fait, genre là il y a un moment faut arrêter de se voler la face, il y a un moment c'est un problème parce que la voiture elle a pas été au niveau, que le développement il a pas été au niveau, et c'est tout. Ouais, quand tu vois en plus ce qu'ils arrivent à faire, entre guillemets, avec la voiture, quand même, notamment Charles, qui ce week-end avait fait un truc de fou, hein, se qualifier troisième et tout ça. Bon, évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé à Avec la relance de course. terroriste Antonelli. Oui, oui, enfin, selon certains, le terroriste Piastri, évidemment, hein, parce que voilà, que Alors Piastri. ça peut s'entendre aussi un petit peu parce qu'il a pas tout le contrôle de sa voiture, mais bon bref, allez voir mon TikTok. Oui, voilà, mais en plus tu le dis et même Charles, je crois, c'est ce qu'il disait. Oui. C'est optimiste de la part de Piastri, c'est évitable de la part d'Antonelli. C'est ça, quand Antonelli, Voilà, lui, il avait le choix de faire en sorte que ça se passe pas comme ça et il l'a pas fait. il a tourné dessus. Donc Il voilà. a fait: «Je m'en fous». Donc bah, le seul qui a pas eu les freins en réalité, bah, c'est c'est Leclerc Qui a rien demandé. Il était bien qui a positionné au bon endroit, il allait peut-être passer, mais parce qu'Antonelli, malgré tout, il se fait fumer sur la relance de course par tout le monde. Norris, il est super loin, il s'est fait endormir. Donc c'est là que j'ai du mal à le défendre aussi. C'est qu'en fait, là, le mec donne tout pour défendre sa place ou parce qu'il a raté son envol en fait. Donc bon, il y a un moment, t'assumes. Hein. eh oui, Bon, bref, exactement, voilà. exactement. Après voilà, le Antonelli a fait top 2 partout, hein. Ah En oui, bien qualif, sûr, bien joué à lui. en sprint, en qualif normal et au GP. Mais bon, mais c'est dommage, que Mais pour Leclerc en moi, plus les freins. c'est pas. Alors déjà pour moi, c'est pas lui le meilleur rookie parce que bah, il est dans une Mercedes, hein, ne l'oublions Non. pas. Et pour moi, il est même pas deuxième, hein, donc voilà. Potentiellement, il est même pas troisième. Bah, ouais, pour moi, il y a Hadjar, Berman devant, c'est sûr. Et je pense que je mets Bortoleto aussi devant. Bortoleto qui fait une bonne deuxième partie de saison, je trouve, Et hein. Très Bortoleto bonne qui même. avec une voiture qui est quand même pas ultra facile, enfin, c'est Bah, remis au les niveau 2 de. en Ouais ouais. réalité, hein. Et oui, c'est vrai parce que tu vois, même Même Berman. Hülkenberg, hein. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, même Berman, tu vois, on va dire si on compare les deux, genre qui étaient dans une voiture un peu moins Ah oui. bien et qui, au début de la saison, forcément se faisait battre plutôt par leur coéquipier parce que même si la voiture était pas bien, il y en a un qui avait plus d'expérience. Et tu Mmh vois, mh. ça s'est quand même renversé à mi-saison. Et notamment Berman, voilà, là, qui fait, on a dit, 6e, 4e au Mexique et 9e aux États-Unis et à Singapour. Ouais. Donc voilà, donc Antonelli, moi je suis pas si satisfait que ça de sa saison. Il y a eu des gros résultats, mais il y a eu des résultats très mauvais et t'as une Mercedes. Oui aussi. Ça aide forcément. Donc voilà. Ça aide forcément. Forcément, forcément. Écoute, rien de plus à dire sur la F1. Comme je vous l'ai dit, C'est allez bien. voir nos TikTok. Voilà. Je pense qu'on dit des choses et je sortirai évidemment ce TikTok sur John Elkann parce que, encore une fois, je réitère ma phrase, je t'encule. Voilà. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour Et le oui. Grand Prix de Las Vegas. Oui, la semaine prochaine, pardon, c'est on est mercredi, effectivement. Donc le Oui, 23 oui. à 5 h Oui, du c'est ça. mat le dimanche pour le Grand Prix de Las Vegas. Voilà. Et tout de suite, un petit point foot. Je vais rester sur cet affichage pour le point C'est bon. Bodo.
Point Bodo, rapide ce week-end, donc match de championnat, victoire contre Bryn, je suppose qu'on dit Bryn, ancien club d'Erling Haaland d'ailleurs. Victoire 5-0 de Bodo, voilà, qui se calque sur les Vikings, parce que les Vikings sont toujours premiers. Euh, voilà, ils ont un point d'avance sur Bodo, il reste 2 matchs de championnat seulement. Alors les 2 matchs des Vikings, c'est, on va dire, entre guillemets, des gros matchs, c'est contre le 5 et le 7e, entre guillemets, je dis. Contre Bodo, normalement, Bodo, ça devrait aller, les adversaires. Maintenant, bah, j'ai envie de te dire, il faut espérer une défaite des Vikings, il n'y a pas le choix. Voilà, on Exactement. verra bien. Et ce week-end, il y a eu, ce week-end, pardon, la Semaine semaine dernière. dernière, il y a eu de la LDC, Et dans donc, laquelle Bodo était. jingle. Voilà, je t'ai coupé. Pris pas de mal. Il n'y a pas de mal, donc LDC, comme je disais, on a eu Bodo qui a affronté Monaco. Victoire de Monaco, 1-0. Il faut retenir cette victoire française puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Heu, voilà, donc victoire de Monaco en LDC, incroyable. On a eu le mardi, le gros choc, on va dire, de cette, journée de Ligue des Champions, PSG Bayern, victoire 2-1 du Bayern de Munich, doublé de Luis Diaz pour le Bayern et but de João Neves pour le PSG. Hem, le résultat, pardon, est logique, complètement au vu de la première mi-temps. Le carton rouge a permis à Paris, le carton rouge de Luis Diaz, je précise, hein, voilà, évidemment, a permis à Paris d'avoir un peu plus le ballon, ce qui fait que forcément ça s'est un peu équilibré en seconde mi-temps et Paris avait beaucoup plus de ballon, beaucoup plus d'occasions, etc. Mais en réalité, je pense qu'à 11 contre 11, le résultat final aurait été le même, victoire du Bayern, je pense. Bayern qui est très 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 fort. Juste revenir sur le carton rouge et la réaction de Luis Diaz, de Vincent Kompany et des joueurs du Bayern. Quand tu tacles par derrière, d'un tacle frustration pour moi, puisque il vient de perdre le ballon, hein, Luis Diaz. C'est-à-dire que dans l'action, Hakimi prend le ballon à Luis Diaz. Luis Diaz se retrouve derrière Hakimi. Je ne vois pas dans quel monde il peut prendre le ballon sans faire de faute. C'est un tacle par derrière. Bref, il tacle par derrière. L'arbitre siffle faute dans un premier temps. Ils sont pas contents parce qu'il y a faute. Mais il voit très bien Hakimi par terre qui, en fait, qui pleurent, et cetera. C'est-à-dire que oui, il y a des trucs où aujourd'hui dans le foot actuel, les footballeurs restent au sol, machin, crient un peu, font la grimace. Mais quand quelqu'un pleure, normalement, il a du mal à pleurer pour des raisons qui ne sont pas graves, en gros. Là, c'était le cas, c'était un peu grave quand on voit l'arrêt sur image sur ce tacle. C'est catastrophique. La Ah cheville, elle n'est bah, pas du tout dans le bon sens. Luis Diaz, le Euh, boucher bavarois, hein. c'est ça. Et dans un sens, dans un premier temps, dans un tout premier temps, je peux comprendre la réaction de Vincent Kompany, de Luis Diaz ou des joueurs du Bayern qui sont de non, il n'y a pas faute, machin, parce que par réflexe, tu défends les intérêts de ton équipe. Ça, je peux entendre. Néanmoins, quand ça fait 1 minute 30 que le mec est par terre, pleure parce qu'il a mal, etc., et que tu as les ralentis, tu les as vus, les ralentis, normalement, tu les vois rapidement, parce qu'en plus, l'arbitre est allé voir la VAR, a donné un rouge, etc. Là, que tu continues à dire qu'il y a rien, il y a pas faute, c'est pas mérité, et cetera. Je suis en mode, bah, là, il faut un minimum d'objectivité pour le comprendre, quoi. Non, mais au-delà d'objectivité, Donc, je parle même de respect pour le joueur. Parce que là, t'as quand même un mec qui est en train de flinguer. Enfin, sa saison est flinguée. Et le mec, je sais plus s'il sort sur civière ou pas au final. Mais non. enfin, le mec est genre est claqué quoi. Enfin, genre vraiment sa cheville elle a claqué. Et par respect pour lui, tu gueules pas en mode vas-y. Surtout qu'ils ont vraiment gueulé, tu sais, genre de façon vénère. C'est vraiment en levant les bras, en étant proche de l'arbitre. En mode non, il y a rien, non, il y a rien. Je me dis, il y a un moment quand même, par respect pour ce que tu viens de faire, t'excuses, tu baisses les yeux, tu rentres au vestiaire, et puis c'est tout. Là, ils ont continué d'être véhéments, tu vois, et de s'embrouiller même, parce que c'était juste avant la mi-temps, de rentrer au Mm. vestiaire en gueulant comme des putois, alors que le mec vient de faire un tacle de boucher et d'enculer la cheville d'un mec, quoi. Donc, il y a un moment, c'est quand même pas très respectueux, quoi. Oui, oui, c'est pour ça. Et là, je vois très bien les gens qui vont dire, parce que ça, je pense qu'on va le mettre sur TikTok, effectivement. Je vois les gens qui vont dire des trucs qui sont complètement hors contexte, évidemment, hein, parce qu'ils vont dire ouais, Hakimi, quand il fait des violences, etc. Je suis en mode, ça n'a rien à voir. On parle pas de Non, ça. mais au-delà de ça, non, mais Donc, au-delà de ça, moi je les vois venir, ceux qui vont nous parler de Moussiala, mais ça n'a rien à voir aussi. Il y a un moment, ça n'a rien à voir aussi, il faut savoir que Moussiala, c'est la faute n'est pas intentionnelle, hein. Donnarumma va chercher le ballon, il prend le ballon, Moussiala y va aussi. En fait, c'est un duel où ils y vont tous les 2 en même temps. Là, c'est un duel où ils y vont pas tous les 2 en même temps puisque Hakimi a déjà le ballon. Il part pour attaquer et Luis Diaz fait un tacle par derrière. Moi, que je considère de frustration parce que perte de balle, c'est juste pour ça, hein. oui, oui. Mais bon,
pour moi, ça n'a rien à Ah non, voir mais et ça il n'a faut rien à arrêter de voir. comparer. Et de toute façon, alors Kompany s'est quand même excusé après le match et il a dit que c'est normal parce qu'il défendait les intérêts de son équipe. Mais ils ont dit aussi que, enfin, eux en tout cas n'en ont pas parlé. C'est vraiment des commentaires de gens débiles. Mais par contre, ouais, voilà, juste à noter, que c'est ces gens débiles qui. Genre comme si tu devais te venger, quoi. C'est-à-dire que demain, enfin, je sais pas, mais heureusement que Van Dyke n'est pas allé décapiter notre ami le gardien, je sais plus comment il s'appelle. Pickford. Ouais, Pickford, après lui avoir ruiné sa saison, quoi. Genre, enfin, sans déconner, parce qu'à ce moment-là, tu vois, t'as le droit de te venger, quoi. Et puis, non, enfin, ouais, c'est pour ça quand tu me dis que son compagnie s'est excusé, j'ai fait un peu ça parce que oui, il s'est excusé. Il a dit j'espère que c'est pas trop grave pour Hakimi, que ce sera pas aussi grave pour le PSG que nous, que nous avec Moussiala. Oui, il a quand même comparé, quoi. Je suis en mode bah, tu compares pas, on s'en branle les couilles. Là, tu as juste fait un truc en mode je rappelle que Moussiala a été blessé par, qui plus est, un joueur du PSG pour la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Pas besoin de le Oui, dire. oui, non, Vraiment c'était pas pas besoin de le nécessaire. dire. Alors, c'est peut-être un peu maladroit de sa part. Il voulait pas dire ça dans ce sens-là, j'en sais rien. Mais c'est pas obligé de dire ça, en fait. T'es pas obligé. Juste, tu dis, j'espère que ce sera pas grave pour lui, qu'il va revenir vite. C'est tout. Pas Exactement. besoin de rajouter. Mais bon, c'est Exactement. pas grave. Deuxième gros choc de cette soirée-là, c'était Liverpool-Real Madrid, remporté par Liverpool, 1-0. Alors, je me rappelle plus du Moi j'ai match vu le du match. tout. Moi j'ai vu le match et honnêtement plutôt content du niveau de Liverpool et surtout je pense que vraiment le Real peut s'estimer très heureux de ne perdre que 1-0 parce que vraiment ils Ah ont oui. joué comme des bouchers. Vraiment il y avait aucune occasion. Enfin il y avait c'était bien. Enfin il y avait aucune occasion. Non mais en tout cas dans les 20 ou 30 derniers mètres vraiment le Real il y avait plus rien. Ça s'effondrait d'un coup et vraiment eux par contre dans leurs 20-30 derniers mètres ça défendait mais alors comme des bouchers, hein. C'est-à-dire que vraiment aux épaules, aux bras, aux machins et puis je pense qu'ils peuvent vraiment s'estimer heureux. Notamment un penalty non sifflé où je comprends même pas que l'arbitre ne siffle pas faute. Au final, il siffle pas main. Ok, genre à la limite que tu dises qu'il n'y a pas penalty parce que la main est, enfin le joueur est dans la surface mais la main est en dehors de la surface. Bon ça apporte à débat tout ça, mais qu'il n'y ait pas penalty, ok. Là l'arbitre va voir la VAR et dit il n'y a pas main, enfin il n'y a pas faute. Bon bah ok d'accord, mais non non en fait jamais de la vie quoi. Donc bon bref. Et je pense que le Real peut, comme d'habitude et comme à chaque match c'est marrant de Ligue des Champions, peut s'estimer heureux quoi. Bah, alors quand tu dis que ça joue rude, etc., à l'épaule, c'est normal. Oui au C'est bras, pas je une parlais faute plutôt de à jouer avec l'épaule. les bras quoi. Mais effectivement, jouer avec les bras, ça, c'est ce qui me fait chier, hein, c'est qu'on le voit de plus en plus. Donc, c'est quand même terrible de normaliser le fait de jouer avec les bras, de pousser, tu pas le droit au football. Bah, en fait, Tu si n'as pas t'es le droit de jouer incapable de avec les bras. défendre avec tes pieds, mon pote, c'est que t'es incapable de défendre tout court, quoi. Genre, c'est pas du catch, c'est pas je sais pas quoi, tu défends pas avec tes bras, c'est un sport où on joue avec les pieds, donc on joue avec les pieds, c'est tout. Donc voilà, après, c'est bien dommage que ça commence à devenir la norme et je pense que ça le deviendra rapidement, malheureusement, de jouer avec les bras. Mais voilà, et effectivement, pour moi, parce que du coup, je me rappelle très bien de cette action maintenant que tu en parles. Effectivement, pour moi, la main, enfin, il n'y a pas penalty, il y a main, bien que, voilà, même si on peut considérer qu'elle est un peu. Certains peuvent la considérer comme collée, etc. En fait, En fait, moi j'ai l'impression qu'on j'entendrais que ce approfondit. soit que ce soit jugé comme collé au vu de toutes les décisions qui ont été prises en Ligue des Champions, genre sur les 3 4 derniers matchs. Il y a aucun monde où j'entends que ce soit décidé que sur ce match-là, c'est la main collée. Parce qu'on a déjà vu d'autres matchs, notamment des matchs du Real, où les adversaires ont eu des mains sifflées, où vraiment tu t'es bon bah là c'est un peu abusé. Et donc là par contre quand c'est eux, non, eux c'est l'inverse. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je comprends. En fait, c'est-à-dire que là, l'interprétation, pour moi, elle peut être double. Tu peux dire qu'il y a main, comme tu peux dire qu'elle est collée. En fait, la baille est un peu trop fine, je trouve, pour moi, à ce moment-là. Maintenant, pour moi, l'arbitre avait signalé coup franc de base, qui ne signale pas penalty parce qu'il n'y a pas main, du Ouais, coup. ouais, Enfin, ouais. la VAR de base, normalement, la VAR, il y a très peu de cas dans lesquels tu appelles la VAR. C'est quand il y a un potentiel penalty, quand il y a un potentiel rouge. Et c'est tout. Ou quand il y a, enfin, quand il y a un but, mais qui a potentiellement hors-jeu Ou une ou faute qui avant, peut être voilà. annulé. Voilà. Là, il y a pas de but, il y a pas de il y a potentiellement penalty, oui, donc il va regarder la VAR. Effectivement, il y a pas penalty. Mais pour moi, tu peux pas retirer le fait que tu avais signalé faute d'abord, quoi. Oui, oui, bah oui. Pour moi, c'était juste la question de savoir si la main était dans la surface ou non. Donc effectivement, j'ai pas compris la décision d'annuler le coup franc carrément. Je sais pas, parce que je sais pas où est partie la balle après. Je se trouve, elle est même partie en corner après. Donc au pire des cas, il y a pas main et du coup, il y a corner, en Non, fait. mais je crois pas. Non, parce que je crois qu'il arrête l'action. Parce que je Tu crois crois qu'il qu'il doit siffle tout de l'arrêter? suite. Ah ouais? Je sais Bah pas, parce que peut-être. la main, elle est vraiment évidente, Je sais quoi. plus. Mais bref, voilà. Donc je suis en mode là-dessus, j'ai pas trop compris le choix de l'arbitre en effet de faire ça. Bon, Bon, écoute, c'est pas grave. Liverpool gagne c'est beau. 1-0. C'est tout ce qui compte, j'ai envie de te dire. Et ça m'a beaucoup rassuré. Contrairement à leur match de championnat, on en verra tout à l'heure. Mais voilà. Ah oui, oui, je comprends. Heu, je comprends.
Ça, c'était pour le mardi et pas d'autres matchs le mardi. Pour le mercredi, on a eu un exploit monumental de la part de Paphos, nouveau pensionnaire de Ligue des Champions qui a battu Villarreal 1-0. Bien joué Paphos et pas bien joué à Villarreal. On a eu 2 gros favoris, Chelsea qui a perdu face à Qarabag, 2 partout et le Barça qui a perdu, j'ai dit? Non, qui a fait un nul pardon, contre Qarabag 2 partout et le Barça qui a concédé le nul 3 partout face au Club Bruges dans un match où il ne dominait pas plus que ça. C'est le Club Bruges qui a globalement Ouais, qui a dominé, ils peuvent s'estimer donc heureux d'avoir fait un nul, hein. moi je pense qu'effectivement, voilà, ils peuvent s'estimer heureux du résultat final. 3 buts partout, c'est bien payé pour le Barça et c'est pas bien payé pour le Club Bruges qui a fait un bon match, en plus à domicile, donc chez eux, à Bruges. Qui a fait un très bon match contre le Barça. Donc ouais, ils peuvent s'estimer effectivement, très, très heureux, de ça, avec un but annulé pour le Club Bruges, en plus pour le 4-3. Ouais, ouais, Heu, il y avait hors-jeu, je crois, c'était ça en ouais. plus. Donc Non, c'était pas loin on de on en parlait en off, quand tu es le Barça, quand tu as les ambitions que tu as, quand tu as les joueurs que tu as, et quand surtout, moi ce qui me dérange, mais on en a déjà parlé, quand tes joueurs ou ton club a la communication qu'elle a, sur ah on est les meilleurs, ah machin, enfin vraiment de se la surraconter et tout ça, bon ce qui est normal, c'est normal d'avoir beaucoup confiance en soi, mais quand tu es un club qui a vraiment une communication qui fonctionne comme ça, et bah, c'est dommage de faire 3-3 contre le club de Bruges et c'est très honteux surtout de faire 3-3. Moi je pense qu'il ferait mieux de la fermer, de retourner à l'entraînement et de se concentrer sur les résultats plutôt que de se concentrer sur ce qu'on dit et ce qu'on fait en dehors des matchs. oui, oui, oui. Voilà. Oui, OK. Ce soir-là avait lieu aussi un match évidemment, pour les clubs français. C'était Marseille qui recevait l'Atalanta. 1-0 score final pour l'Atalanta, défaite donc de Marseille. Le nul aurait pu être logique tellement le niveau du match des 2 côtés était catastrophique, c'était cataclysmique, c'était, terrible. On a vu un non-match, il y avait rien et le match était chiant à mourir. Et c'est très triste de voir que, l'OM perd ce match, sachant qu'on sait très bien de quoi ils sont capables, de quoi, comment ils sont capables de jouer, on va dire. Je veux dire que, le match nul pour moi aurait été logique. Alors, on va revenir un peu, c'est-à-dire que sur le but de l'Atalanta, juste avant, il y avait une action de Marseille. Une action de Marseille qui aurait mérité, un penalty. Malheureusement, j'ai plus l'action en tête, c'est bien dommage, mais je veux dire, elle aurait mérité et elle aurait dû, en fait. Oui, Ça bah, aurait oui, dû oui. être un penalty, tout simplement, qui n'a pas été sifflé, même, je crois qu'il y a même eu appel à la VAR, il me semble, Oui, je crois et que la VAR, il a et regardé, il qu'il a fait quand non, il y a même rien. il a quand même dit non. C'est une main. Ah oui, c'est une main, c'est Oui, ça. je crois, hein. C'est ça, c'est ça. Le ballon rebondit sur le sol. Alors, il touche son pied au moment où il touche le sol, au joueur de l'Atalanta. Le ballon remonte, c'est-à-dire à hauteur de mi-buste, à peu près. Et ça touche la main du joueur de l'Atalanta. Je comprends pas comment ça peut pas siffler penalty. Parce que oui, ça touche une partie du corps avant, mais ça touche le pied. Le ballon a le temps de faire quand même bien 1 mètre Non, facile. non, non, puis attends, puis la règle, c'est pas Et, oh, c'est pas sa faute, ça touche son corps avant, ou je sais pas quoi. La règle, c'est il a le bras décollé le long du corps, il étend la surface de son corps, il touche le ballon avec la main et change la trajectoire du ballon. Et ah ben. Enfin, oui, non, mais si s'il va toucher avec, par exemple, s'il va toucher avec, sa jambe ou son genou, le ballon et qu'il y a ça d'écart entre sa main et son genou, heu, normalement, c'est genre, pas compté comme un penalty. oui, non, non, mais là, vraiment, c'est pas la même chose. Mais Enfin, là, on là parle d'une action mais où. mais là, on a le fait qu'effectivement, il agrandisse la surface de son corps, le fait que, le ballon a certes touche une partie du corps du joueur avant, mais a le temps de faire 1 mètre facile, enfin peut-être pas, ouais si 1 mètre, facile avant de toucher son bras, parce que c'est visuel, ça se voit, il touche son bras. Donc je pas de penalty là-dessus, pas logique du tout, pas compris. Mais du coup, ça emmène à, après ça, une contre-attaque une contre-attaque ou un dégagement du gardien et but sur ce dégagement-là. 1-0 pour l'Atalanta, score final et pas mérité, comme je disais, pas vraiment pas mérité pour l'OM qui le nul aurait été logique tellement voilà, le niveau de l'Atalanta n'était pas forcément aussi mieux que celui de l'OL quoi. Oui, oui, bah, De l'OM, pardon. Donc un bon gros match de merde finalement. on s'est bien fait chier, hein. Avec tout Voilà. le respect, on s'est bien fait chier. Allez, continuons rapidement quand même sur les autres résultats en Voilà. Europe. Ouais, ça va aller un peu plus vite.
Ligue Europa, donc, on avait Lille qui se déplaçait à Belgrade face à l'Étoile Rouge. Score final 1-0 pour l'Étoile Rouge, pardon, défaite de Lille. Les stats étaient assez similaires, voilà, mais c'est dommage pour Lille. J'ai pas vu le match, donc je peux pas dire plus, mais voilà, en termes de stats, c'était globalement les Mmh. mêmes. Donc voilà, c'est un fait de jeu, il y a eu but et fin, quoi, en gros. Nice-Fribourg, défaite de Nice. Encore une défaite en Coupe d'Europe pour Nice. Ça ne va pas du tout en Coupe d'Europe, hein. Non, mais Décidément. écoute, on va le dire, hein, c'est pas bien de taper sur les handicapés, mais Nice, bordel, il y a un moment. Là, c'est très drôle, c'est un spectacle d'humoriste de grand niveau. Enfin, je veux dire, vous allez recevoir des prix au théâtre parce que vraiment, c'est une poilade tous les week-ends, hein, enfin, toutes les semaines en Coupe d'Europe. On vous regarde et la question n'est pas de savoir si vous allez perdre, la question est de savoir de combien vous allez perdre. Merci de nous amuser. Merci, vraiment. Là, c'est terrible, terrible défaite face à Fribourg. En plus de ça, on a eu un très mauvais match, mais bon, voilà, il le sait très bien, il s'en est rendu compte, il s'en est même excusé, etc., de Melvin Barr, le capitaine, qui a fait 2 erreurs sur 2 des 3 buts encaissés par Nice. Il a, perdu un ballon dans sa surface de réparation dans un premier temps et pour un premier but, je veux dire. Et ensuite, pour l'autre but, pardon, il a perdu le ballon et concédé un penalty juste après, en voulant récupérer le ballon, justement, en voulant tacler. Donc voilà, but sur ce penalty, évidemment. Donc très mauvais match de Melvin Barr, mais qui a fait son mea culpa, qui s'est excusé le soir même ou le lendemain, mais ça suffit pas. Enfin, je veux dire, défaite, c'est défaite, quoi. On passe au match de la meilleure équipe française en Ligue Europa cette saison. C'était Lyon qui s'est déplacé sur la pelouse du Betis Séville, défaite 2-0. Logique. Voilà, au vu du match, complètement logique. Il y a certains choix sur la compo de départ, je ne comprends pas trop Fonseca sur certains choix. Paulo Fonseca qui met une compo de départ qui est incompréhensible au vu des formes en question. Clinton Mata est sur le banc, Morera est sur le banc, Morton est sur le banc, Schulk est sur le banc, Tagliafico aussi est sur le banc. Je sais pas. Alors ils sont rentrés en cours de jeu, hein, mais ça a pas marché tant que ça. On verra juste après qu'il y a certains choix qui sont de mettre des gros joueurs sur le banc, bah, ça a payé, puisqu'on va passer à la Conference League et à Strasbourg, qui est la deuxième éclaircie de, de cette semaine européenne. Victoire de buts à 1 face au club suédois de Haken. Euh, donc, il a fait le coach, j'ai plus son nom, mais le coach de Strasbourg a fait tourner son effectif et ça a payé. Voilà, on a Barco et Panicelli, les deux Argentins de Strasbourg qui ne sont pas rentrés en jeu, qui normalement sont titulaires, hein, évidemment, qui là ne sont pas entrés en jeu. Et tant mieux, ça les a fait reposer. Mais sur le banc, on avait aussi notamment Gueladoué, Emega qui revenait de blessure, Diego Moreira, les trois qui étaient sur le banc, qui sont normalement titulaires, sont rentrés en jeu, voilà, en deuxième mi-temps, histoire de reprendre un peu le rythme. Mais très bon coaching de la part du coach de Strasbourg. Et belle victoire aussi de Strasbourg qui se place dans les 8 premiers. Voilà. C'est la fin de ce point Coupe d'Europe. Voilà. Ouais, À faire un un rapide peu long. point. On va essayer d'être un petit peu plus rapide. Sur le point Ouais. Ligue 1, tout de suite, jingle Ligue 1. Et on est parti pour le point Ligue 1. Exactement, donc 12e journée ce week-end pour le point Ligue 1. Victoire de Rennes pour commencer la journée face au PFC, 1-0 grâce à un but de Bril Mbolo. Victoire de l'OM face à Brest, 3-0, net, sans problème. Monaco se fait étrier par Lens, 4-1 avec un rouge pris par Balogun. Voilà. Nice qui perd aussi ce week-end face à Metz. Metz qui est sur une très bonne dynamique au passage, un Metz qui est sur 3 victoires d'affilée. C'est-à-dire que en 9 journées, Metz, c'est 3 points marqués, donc 3 matchs nuls. Et au-delà de ça, donc là, pendant la journée 10, 11 et 12, Metz a gagné ces 3 matchs, donc 3 victoires d'affilée. Metz qui était dernier 18e se retrouve 14e de Ligue 1, il me semble. Oui. C'est ça. 14e de Ligue 1, qui remonte bien et qui est en forme. Donc tant mieux pour les Grenats. Et on espère que ça va durer pour eux. Strasbourg-Lille, gros duel en Ligue 1. Il y avait des gros matchs ce week-end. Il y avait Monaco-Lens, Strasbourg-Lille notamment en faisait partie. Victoire 2-0 de Strasbourg grâce au doublé d'Emega, le capitaine néerlandais de cette équipe de Strasbourg qui est de retour après sa blessure et qui marque un doublé en Ligue 1. Très content pour Emega, qui est un très très bon joueur. Je pense pas qu'il va rester longtemps à Strasbourg s'il continue sur ce rythme-là, parce que très très fort Emega. L'autre choc du week-end, c'est Lyon-PSG, le match en prime du dimanche soir. Deux équipes qui avaient donc à cœur, effectivement, voilà,
de se rattraper de leur journée européenne catastrophique, de leur semaine européenne catastrophique avec 2 défaites, enfin une défaite de chaque côté. Match final 3-2 pour le Paris Saint-Germain, avec un bon match. J'ai bien aimé le match. On a Warren Zaïre-Emery qui a marqué le premier but sur un délice de passe de Vitinha. Vitinha qui, homme du match, normal. Vitinha, je suis amoureux, est trop fort. C'est vraiment le meilleur milieu de terrain, je pense, actuellement du monde. La gestion, sans Vitinha, il n'y a pas de victoire. Et la gestion qu'il a du ballon, de tout, c'est exceptionnel. Donc, le déroulé du match, c'est 1-0 pour le Paris Saint-Germain donc, par Warren Zaïre-Emery. Ensuite, on a un but de Morera, en très grande forme Morera, qui égalise. Petite, petite erreur de Chevalier, et après grosse erreur de Chevalier, on en reparlera. Mais voilà. Kvaratskhelia va marquer un but pour permettre au Paris Saint-Germain de mener 2-1. Puis Maitland-Niles va marquer un superbe lob à 25 mètres du but. Alors qu'on a Lucas Chevalier qui se retrouve à 12-13 mètres de son but à ce moment-là, au moment du lob. Alors, il est bien en libéraux, mais il faut savoir se replacer de temps en temps. J'aime bien trouver des excuses pour Lucas Chevalier, mais là, ça commence à faire beaucoup. Il faut quand même s'adapter vite. Alors, je sais que Donnarumma, c'était pareil au début. Donc, c'est pour ça que je mets quand même des, des réserves sur mes propos. Mais bon, quand tu arrives dans un club qui est champion d'Europe l'année d'avant, c'est pas comme Donnarumma, il est pas arrivé dans un club qui était champion d'Europe. Je veux dire, il est arrivé dans un club qui justement cherchait la Coupe d'Europe. Maintenant que Paris l'a trouvé, il faudrait que le gardien soit direct au niveau. Bon, Lucas Chevalier est quand même très jeune encore, hein. Lucas Chevalier a 22 ou 23 ans, je crois, donc ça va venir, je pense, moi. Je pense que ça va venir, que ça va être que c'est un bon gardien, Lucas Chevalier, et qu'il va faire ses preuves. Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'il a pas fait un bon match, très honnêtement. Et heureusement qu'on a notre petit Portugais, João Neves, qui est rentré en jeu à l'heure de jeu à peu près, et qui vient placer une superbe tête sur un corner frappé par Kang In Lee à la 95e minute. Une superbe tête décroisée. Dominique Graif peut pas faire grand-chose honnêtement sur la tête. Donc voilà, victoire du PSG au bout du compte. Alors il y a beaucoup de protestations côté arbitrage pour l'Olympique lyonnais. Potentiellement un penalty sur une main de Zabarni. Il n'y a pas main, vraiment. Sa main. Alors oui, il n'a pas à mettre sa main là. C'est-à-dire qu'il met sa main comme ça. La tête, elle est là. Il y a à peu près cet écart-là. Il baisse sa main, enfin, il baisse ses doigts, etc. Pour moi, il n'y a pas main du tout. Genre, je veux dire, ça effleure sa main. Je ne sais même pas si ça la touche réellement. Et qu'on se dise pas qu'au ralenti, on le voit. Pour moi, je pense qu'on le voit pas. Donc voilà. Et il y a quelques autres faits que malheureusement j'ai pas retenu, mais je voulais en parler. C'est ça qui C'est me pas dérange un peu, grave, mais j'ai pas retenu les autres on faits. n'a pas le temps donc. Mais bon, voilà. Mais voilà, victoire du PSG, donc qui conforte sa première place avec 27 points devant l'OM et Lens qui ont tous de 25 points et un trio derrière, pas très loin. Non, pardon. Strasbourg à 22 points et un trio derrière à 20 points. Lille, Monaco et Lyon. Donc on a pas mal de clubs qui se tiennent en une dizaine de points. C'est pas fini non plus, c'est pas déconnant. Donc voilà, pour la Ligue 1, on va passer à la Première Ligue rapidement aussi. Et oui, la PL. Hop, et voilà la PL qui s'affiche. PL, donc ce week-end, on avait deux gros chocs ce week-end. On avait Tottenham United, 2 buts partout, score final, avec un match incroyable. Premier but assez rapide de Mbeumo pour United. Égalisation de Tottenham à la 84e minute pour le 1 partout. Et 2-1 à la 91e. Donc Tottenham qui mène en 7 minutes de jeu, qui a pris l'avance au score, et De Ligt qui est venu égaliser à la 96e minute, score final de but partout. Et donc ils se neutralisent, les deux équipes se neutralisent dans un très très bon Et du coup, match cinquième pour match d'affilée sans défaite du côté du United. aussi à noter. En réalité, c'est quand même bien, même si c'est pas des victoires, Ah, mais c'est 3 quand même victoires mieux de pour eux. défaite, c'est bien. 3 victoires de défaite, c'est très bien. On a eu aussi un très bon match, un très très bon match entre Sunderland et Arsenal. Ils sont complètement fous, ces Black Cats. Black Cats, donc le surnom de Sunderland, si vous ne l'avez pas. 2 buts partout. Score final. Sunderland, qui est la première équipe cette saison à marquer plus de 1 but à Arsenal. Il n'a pas pris plus d'un but à chaque fois. Donc, première équipe de la saison à marquer plus d'un but, et ils ont égalisé à la
94e, voilà, je cherchais et ils ont égalisé donc à la 94e minute. Évidemment, dans un stade en plus en furie, en folie. Chelsea qui affrontait Wolverhampton, donc Chelsea qui a gagné sans problème 3-0, dont un but de Malo Gusto. Aston Villa qui a battu Bournemouth 4-0. Malheureusement pour Bournemouth, ça commence à descendre un peu le rythme et pas comme au début de saison. Donc voilà. City-Liverpool, le gros match de week-end, la grosse affiche de ce week-end, et victoire 3-0 de City net, sans problème, sans bavure. Haaland, buteur, Nico, buteur également, et Jérémy Doku, auteur d'un énorme match, Jérémy Doku, qui marque en plus un but magnifique. Score final 3-0. Côté classement, on a Arsenal qui est en tête avec 26 points devant City, qui est en train de revenir, 22 points. 4 points seulement derrière. Chelsea 3e avec 20 points. Sunderland 19 points. Et ensuite, on a 5 clubs à 17 points. Oui, 5. Tottenham, Aston Villa, 18. United, Liverpool et Bournemouth. 18 points. 18 points, pardon. Crystal Palace à 17. On a beaucoup de clubs qui se tiennent en 10 points. On en a 12 en 10 points. Donc c'est cool pour l'APL. Je vais rapidement parler de Bundesliga, ça va faire très rapide puisque c'est le premier match sans victoire pour le Bayern de Munich, sachant que ça aurait pu être une défaite puisque Harry Kane, bon encore lui, hein, a égalisé à la 93e minute dans un match face à l'Union Berlin ce week-end. Score final 2 buts partout, donc toujours pas de défaite évidemment pour le Bayern de Munich, mais premier match sans victoire. Voilà. Très bien, très très bien. Et bah écoutez, fin du point sport. Écoutez, il y a plein de choses à dire sur ce week-end. Et ce sera pareil la semaine prochaine, non, parce qu'il n'y a pas de LDC. Donc du coup voilà, gros point sport. On va faire le petit point sur, voilà, on vous a dit qu'on était ensemble ce week-end et que justement on avait pu voir des choses ensemble et il y avait une bonne raison à cela. Il se trouve que peut-être vous avez vu sur notre TikTok que j'ai mis hier ou avant-hier que ce week-end nous étions à un concert à Paris, un double concert même si je puis me permettre, concert de Simple Plan et Offspring. Est-ce que c'était plutôt une bonne week-end en fait? Rien qui va dans cette phrase. Est-ce que c'était plutôt C'était une bonne week-end? Attention, attention le français. Non, mais que c'était Moi, je énorme, trouve que c'était énorme. je trouve que c'était plutôt une bonne week-end. Voilà, on a non, ouais, on a bien kiffé. Franchement, le concert était kiffant de fou. En plus, voilà, c'est du punk rock un peu qui envoie. Donc c'est kiffant en fait. Alors oui, je connaissais pas énormément de chansons, que ce soit de The Offspring ou Simple Plan, même si j'en connais un peu plus de Simple Plan, mais j'ai quand même pris un pied monstre. Même les chansons que tu connais pas, tu fais des headbangs, donc tu bouges la tête comme ça, Voilà. voilà. Pendant le concert, enfin tu kiffes quoi. On était surtout avec aussi adorant derrière un mec qui se la donnait à fond et ça c'était énorme. Le mec D'ailleurs, qui dansait, faudrait que je te les envoie. J'ai deux vidéos de ma copine qui a filmé, qui le filmait lui. ah ouais, C'est incroyable. Le mec était à fond. C'était un bonheur à il était à regarder. fond. Ah, c'était génial. Je vous dis, il savait pas danser, hein, mais il était tellement à fond que ça donnait le smile de fond. Il était incroyable ce mec, Ah il ouais, était ouais. génial. Ah, moi il savait pas, il était comme ça. C'était impressionnant C'était de génial. mouvements, Ah, de c'était fou. sportivitude, de plein de choses. C'était C'était incroyable. incroyable. Mais lui a kiffé son concert, ça se voit. Et bah, nous aussi, hein, de toute façon, nous aussi. Et ouais, c'était un très très bon concert. J'ai bien aimé. Et première à la Défense Arena, du Ouais, coup, qui est, je vais dire ouais. qui est, qui est une très belle salle. Ouais, c'était très bien. C'était très 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 bien. Ouais. Franchement, aussi Voilà. moderne que Bercy, tu vois, facile. Alors facile d'accès, non, parce que en vrai, alors nous, voilà, nous, il se trouve qu'on a eu de la chance qu'on n'a pas eu affaire avec eux, mais que je pense que l'accès est pas facile parce qu'il y a un accès qui est vraiment, on va dire, plutôt obvious où en gros tout le monde se dirige vers cet accès-là et donc du coup fait que cet accès-là est vraiment genre, enfin, il y a beaucoup de monde pour rentrer par un seul endroit, alors qu'en fait tu peux rentrer par d'autres endroits dans le stade et que c'est pas bien indiqué. Mais une fois que t'es rentré, c'est bon. Puis nous, de toute façon, on n'a pas fait la queue. Mais à Oui. l'intérieur, voilà, plein de boutiques. Alors si, euh, ça va, je pense que vous vous mettez très bien sur le prix de la bouffe et des bières à l'intérieur, Paris La Défense. Hein, parce que vraiment, la bière à 10 balles. La bière à 10 Ouais, balles, la bière, elle était la pas bière à cher. 10 balles, hein, c'est pas une pinte, hein, c'est 40 centilitres. Et 40 centilitres, j'ai vu des bières où les 40 centilitres étaient en dessous du trait. Donc les 35 centilitres à 10 euros, bon, on repassera. Ça fait Donc cher. voilà, mais non, le concert était très bien. Bon, moi je connais effectivement un tout petit peu plus quand même de chansons que toi, donc c'était très très cool. Et puis même, j'y allais surtout pour l'ambiance et parce que je savais que The Offspring et Simple Plan ça allait envoyer. Simple Plan, groupe québécois, c'était trop trop drôle parce que du coup, bah, ils ont évidemment plutôt pas mal parlé avec la foule. Alors même s'il est en anglais, ils le font aussi, mais tout le monde comprend moins, donc il y a un peu moins de réaction. Alors que là, forcément, en québécois, c'était très drôle. Dont le Ouais. batteur d'ailleurs, Chuck Como, qui avait un maillot de Paris floqué à son nom et qui s'est jeté dans le public et qui nous a fait des espèces de rondades dans le public, c'était fantastique. Ouais. Voilà.
Donc c'était très très cool, surtout que du coup ils ont Simple Plan donc a 2 titres qui sont en anglais et en français. Donc Jetlag et Summer Paradise et ils ont fait Jetlag en français, c'était très très drôle. Je pense que c'est la seule date. De toute façon, s'il y a un seul contexte où ils peuvent chanter leurs chansons en français, c'est ici. Peut-être qu'au Ouais, Québec ils le font, mais en tout cas, voilà, on a eu le droit à la chanson en français, ça c'était trop cool. Pour ceux qui ont regardé le podcast de la semaine dernière, en plus, il se trouve que sur Summer Paradise, normalement, il y a un feat avec Sean Paul. Donc voilà, il n'était pas là malheureusement, mais on s'est permis de chanter la partie de Sean Paul parce que c'est une superstar pour nous. ouais, Voilà, notamment grâce à ses nombreux films comme Une bataille après l'autre. Et notamment. notamment, voilà. Donc non, non, c'était mortel. Ils ont annoncé leur date l'année prochaine pour Halloween. Ça va être très très bien ça à Bercy. Et ben voilà, et puis on peut le dire, enfin oui, on peut le dire, c'est pas un spoil. Simple Plan qui chante la musique, un des génériques de Scooby-Doo et que nous on adore Scooby-Doo. Et donc forcément très 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 cool de voir Scooby-Doo jouer en live. Voilà, c'était mortel. Il y avait Ouais, une grosse ambiance, c'était un super concert, franchement, de ouf. et très content de la salle. Et spoiler, moi j'ai pris des places ce matin. Je retourne dans cette magnifique salle de Paris La Défense Arena dans 6 mois maintenant pour aller voir Foo Fighters. Je suis un homme heureux, je vais voir Dave Grohl sur scène. Je suis heureux, vraiment à un point que vous n'imaginez pas. Ça va être trop trop bien. Donc voilà. Ça doit se Euh... Oh non, ça va être trop bien. ça doit se voir. Ça va être fou 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 sa mère. Bon bah voilà, on va finir un peu par nos petites infos en vrac à nous. Qu'est-ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine et je te laisse commencer. Exactement. Bon, en termes de musique, il y a le classique Billy Joel qui bouge pas depuis 3-4 ans maintenant, peut-être même plus. Ça bouge pas. Et surtout, il y a eu la sortie de l'album d'Orelsan que donc j'ai écouté. J'ai fait qu'une seule écoute de l'album, donc j'ai pas. Moi, il me faudrait plusieurs à chaque fois, plusieurs écoutes pour me faire vraiment l'idée de l'album, mais dans l'idée, j'aime beaucoup. C'est à peu près la même idée que t'as l'album d'avant, Civilisation, voilà. Dans l'idée, c'est à peu près les mêmes chansons, enfin, dans le genre. Donc, à première écoute, j'ai bien aimé. Voilà. Je réécouterai de toute façon l'album hein, pour me faire des petites idées, mais c'est vrai que bon, ça a l'air d'être la chanson la plus cool, la plus aimée par les gens, mais la chanson La Petite Voix, au cas où, qui est, qui est assez cool et qui est vraiment un Aurel qui trash plein de trucs, donc c'est assez sympa. De mon côté, ça, côté musique, c'est à peu près tout, déjà pas mal. Voilà. Et côté film, de mon côté, bah, j'ai vu Hit. Je sais pas comment le dire parce que je vais pas dire Hit. Hit. Hit, Ah, voilà, surtout cette chaleur. semaine, tu peux pas Ouais. dire, tu peux pas dire hit cette semaine. Non, je peux pas dire Hit cette semaine, c'est vrai. Enfin, en fait, j'ai vu Hit et Hit. Voilà. J'ai Oui, oui. j'ai vu Hit avec donc le film avec De Niro et Al Pacino qui est sorti, qui est le film qu'on a sorti cette semaine d'ailleurs, sur nos réseaux. Voilà, allez regarder aussi ces petits posts cinéma. Et en autre film que j'ai vu Palm Springs. Voilà, je me suis retapé Palm Springs, qui est une exclue sur Prime du coup. Très cool film, allez regarder le film, c'est un film très très sympa. S'il vous plaît, allez regarder. Et en termes de série, bon ça on l'a vu tous les deux, mais du coup on en parle un peu tous les deux vite fait, mais on a vu It, Welcome to Derry, donc la série sur Pennywise, donc ça, l'œuvre de Stephen King. On commence à revenir tout doucement au fur et à mesure aux origines de Pennywise. De ce que tu m'as dit, il y aura 3 saisons. Ouais. Et là, on est 20 ans avant les faits du On film, est enfin du en remake, hein, c'est ça? 1900, Ça? on est à 61 ou un truc comme ça, je crois. Ok, bon bah Je voilà, crois. on est dans ces années-là, Les quoi. 60. Donc on est 20 ans avant les faits du premier remake de ça. 27 ans précisément, Oh, parce que c'est la légende 27? de Pennywise. 27 ans avant, je crois que Voilà. le premier ça doit être en 88-89. Georgie doit disparaître, spoiler, en 88 et les faits se déroulent en 89. Donc là, on doit être en 62 ou en 61. Voilà, c'est ça. Et du coup, de ce que tu me disais, il y aura la saison 2 qui aura lieu 27 ans encore avant la saison 1 et la saison 3 qui aura lieu encore 27 ans avant Alors, la saison 2. c'est ce que j'ai vu sur un post et ça avait l'air d'être plus ou moins officiel. Après, je sais pas, voilà, c'est peut-être que je dis des conneries et peut-être que ce sera pas le cas, mais ça me semblerait Ok, pas déconnant. ok. Bah écoute, on peut en parler rapidement, ouais, quand même, parce que du coup, Ouais. moi aussi, je l'ai vu. Plutôt très content, moi j'ai bien aimé. À part le troisième épisode qui était un peu en deçà, je trouve, des deux premiers quand même. Par contre, je trouve que l'histoire, du coup, qui est une histoire originale, donc qui est pas du tout tirée de l'univers de Stephen King, je la trouve intéressante. Ça, c'est cool. Vraiment, purement scénaristiquement, je trouve ça cool. Cette espèce de backstory où l'armée serait au courant, en fait, et où l'armée essaierait de s'en servir comme arme. Donc ça voudrait dire qu'il y a des adultes qui sont au courant.
on n'était pas au courant jusqu'à présent, tu vois, donc c'est-à-dire qu'ils savent vraiment ce qui se passe. On a, c'est con, j'ai perdu son nom, mais on a un des officiers noirs, justement, là, de l'armée, pas le pilote, celui justement qui a les visions et tout. En gros, Ouais, c'est le personnage qui est. Ce personnage-là, il est dans Shining en fait. Et il aide justement Danny à essayer de comprendre le fait qu'il ait des visions et des choses comme ça. Donc en gros, on est quand même sur un truc où il y a des personnages de l'univers de Stephen King qui seraient présents dans 2 films. Il y a un mec qui est menacé d'aller à la prison de Shawshank. Donc il y a une espèce de truc aussi, voilà, où on espèce de créer une mythologie un peu transcendantale, c'est pas le terme, mais en tout cas voilà, qui on essaie de transcender un peu tout l'univers de Stephen King, qui moi me dérange pas parce que vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, bah en fait c'est pas déconnant que ça se passerait dans le même, tu vois, dans le même univers en fait. Donc je trouve ça cool et je trouve ouais, que la backstory de Pennywise potentiellement est très intéressante. Les gamins jouent bien, c'est un peu plus gore que les films, même ouais, beaucoup plus gore que les films. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant 3 premiers épisodes, nous n'avons pas encore vraiment vu Pennywise, toujours interprété par Bill Skarsgård qui est fantastique dans le rôle de Pennywise. Et, incroyable. mais pour Dans le, l'instant très bien. dans le rôle, globalement, Bill Skarsgård, pardon, très bon dans le rôle on va dire de méchant, d'antagoniste, quoi. Ouais, ouais. Il est vraiment très bon dans ce rôle-là. Je pense évidemment à Pennywise, évidemment, mais moi, l'autre rôle qui me vient en tête, c'est dans Nosferatu. Il est très fort, Ouais, ouais. Bill Skarsgård. Il est trop, trop fort. Et même si Voilà. je l'ai pas vu, moi je veux envie de le voir. Alors je pense que le film est un film de merde malheureusement, mais moi dans The Crow, je trouve qu'il a une pure tête quand même. Genre même si Mm. bon à mon avis il est pas aidé parce que le film a l'air de puer la merde. Mais par contre, enfin bon, en même temps c'est une adaptation qui est très dure à faire The Crow. Mais en tout cas il a une pure tête. Et il paraît d'ailleurs que c'est vraiment tout l'inverse par contre en tournage, que vraiment c'est une crème. Genre qu'avec les enfants il est Ah adorable. Genre oui. j'ai vu des images où il est déguisé en clown, il fait des vannes et tout. Enfin vraiment il a l'air d'être terriblement drôle et terriblement gentil. Donc c'est très très drôle et ça me fait beaucoup rire. Si vous avez l'occasion d'aller voir, il y a des images sur internet justement de making of de ça et tout, où genre lui il est peint, il peut pas trop bouger parce qu'il a des gros trucs qui sont rajoutés sur sa gueule et tout, voilà, des prothèses et tout machin. Et des mecs qui lui font des vannes et ça se voit qu'il est mort de rire sous ce visage, mais que genre c'est pas mort de rire, genre il fait peur. Et c'est vraiment mort de rire, genre en mode il tape des barres quoi. Et c'est franchement c'est à pleurer de rire. Donc voilà. Donc voilà, je crois que c'était tout. Ouais. Bah Bah très bien. ouais, non, mais globalement, sur la série, je suis à peu près d'accord avec toi. C'est aussi cool d'avoir un aspect qui est plus gore, comme tu disais, par rapport aux films. Aux films qui Ouais, sont. Même si ça reste des films pas pour les enfants, hein, évidemment, mais qui restent des films accessibles, c'est des films plus d'horreur jeunes que la accessibles. série, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Même si un peu dégueulasse, mais j'aime bien le côté un peu plus gore, effectivement, de la série. Ouais, Voilà, ouais, j'aime ouais. beaucoup. Et bah donc moi pour finir, côté musique, Billy Joel comme toi, donc moi beaucoup de Simple Plan, d'ailleurs tu dois pouvoir le montrer plus facilement que moi, on a tous les deux acheté quelque chose au concert de Simple Plan, tu dois l'avoir potentiellement juste derrière toi. Moi il est un peu plus loin, mais on a tous les deux acheté un vinyle dédicacé par l'intégralité du groupe Simple Plan, donc ça c'est mortel, et alors pour nous fans de vinyle c'est vraiment absolument génial. Donc j'ai quand même écouté pas mal de Simple Plan ce week-end moi et ce début de semaine. Plus que de The Offspring d'ailleurs. Et du coup, donc, moi comme toi, j'ai vu les 3 premiers épisodes de Hit Welcome to Derry. Je continue de regarder Big Bang Theory, c'est vraiment pas mal comme sitcom ça. Et j'ai vu Mickey 17 de Bong Joon-ho, donc, qui est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Mickey 7, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était mortel, vraiment j'ai adoré. Robert Pattinson, il est vraiment trop fort pour le coup. Moi je l'aime beaucoup. Et j'ai trouvé que l'histoire, bon alors l'histoire évidemment comme Parasite ou comme Memories of Murder, genre d'une brutalité, d'une débilité dans la société, on va dire, genre qui est assez folle. L'histoire qui est incroyable, vraiment, j'ai adoré. Puis pour le coup, c'est un vrai film de science-fiction quand même et de comédie noire. Mais j'ai trouvé que c'est quand même, il y avait des scènes drôles, il y avait des scènes assez dégueulasses. Franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé Mickey 17. Voilà. Ok. Bah, un film à voir pour moi, de toute façon, qui est dans ma watchlist plus plus. Et qui est disponible sur Canal+ depuis la semaine dernière. Voilà. Oui, Et bah profitez-en. écoute, Regardez des films sur les plateformes, regardez des films de manière légale. voilà, regardez des films tout court. Oui, mais Allez de voir manière des légale, films, c'est mieux. voilà. À noter cette semaine, aujourd'hui, la sortie de Insaisissable au cinéma. C'est la grosse Oui, c'est sortie de vrai. la semaine. Et la Je semaine vais pas prochaine. donner mon avis sur la qualité de la série Insaisissable, de la saga Insaisissable, mais Oh, c'est des films qui se regardent, même si, voilà, voilà. Mais allez voir quand même, c'est une grosse sortie. Et tu disais la semaine prochaine, mais non, dans 2 semaines, il me semble. C'est vraiment Running Man, non, la semaine c'est prochaine. le 25 j'ai vu moi. Dis-moi, j'ai vu le 19.
J'ai vu plein de dates. Déjà, j'ai vu qu'il y avait des sites où ça mettait le 5, j'étais en mode pas vraiment, je crois pas. Peut-être 19 alors, mais il y avait des dates où j'avais vu 25 moi. 25 c'est pas possible en fait, c'est pas un mercredi. Et dimanche 23, lundi. Non, c'est pas un mercredi. Donc, non, bah écoutez, semaine prochaine, Running Man, mais on en reparlera et je pense qu'on ira le voir tous les deux. Oui. Ouais, oui, oui. Et bah voilà. Et bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Papier et puis portez-vous bien. Voilà, on vous fait des bisous. On dit merci d'avoir écouté, d'avoir regardé ce podcast, évidemment. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau. On vous fait des bisous. C'était Papier, c'était Bulle. Ciao. Ciao.